On se retrouve cet après-midi pour la dernière partie du colloque et notamment la dernière thématique, forêt et gestion, qui va s'articuler comme les sessions précédentes autour de présentations et d'une partie questions-réponses. Donc on a vu ce matin que le chat était très vivant, donc n'hésitez pas à continuer à l'animer avec commentaires et bien sûr les questions à destination de nos intervenants. Donc on va commencer cette session thématique avec un propos introductif mené par Myriam Fournier, qui est directrice de recherche à l'INRAE. Donc, il m'appartient d'introduire cette session sur la gestion forestière. Et donc, je vais vous présenter un exposé en 3 points un peu classiques. Donc, tout d'abord, on va s'interroger sur qu'est-ce que c'est la gestion forestière, comment ça se traduit dans la recherche. Ensuite, on va un peu se regarder le nombril en disant qu'est-ce qu'on a, nous, pour faire ça. Et puis, peut-être une conclusion sur quels besoins, puisque c'est un peu le cahier des charges de cette session. Alors, la gestion forestière, une définition qui est devenue assez prégnante depuis la conférence de Rio, puis derrière la conférence européenne d'Helsinki en 93, qui a un peu révolutionné, je pense, la façon de penser la gestion des forêts, au moins en Europe. La gestion durable des forêts, donc on a rajouté durable, c'est la gérance et l'utilisation des forêts et des terrains boisés d'une manière à une intensité telle qu'elles maintiennent leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour le futur, toutes les fonctions, donc écologiques, économiques et sociales, au niveau local, national et mondial, et qu'elles ne causent pas de préjudice à d'autres écosystèmes. Donc, oui, un programme assez ambitieux. Et puis, pour vous faire un peu sourire, quand on regarde sur Internet qu'est-ce que c'est un gestionnaire forestier, puisque du coup, cette gestion, elle est pratiquée par des professionnels qui sont des gestionnaires forestiers. Voilà la fiche métier telle qu'on peut la trouver sur des sites qui informent les jeunes. Vous voyez, gestionnaire forestier, il connaît bien l'état de la forêt, il se promène, il détecte les anomalies, les maladies, décide des arbres à abattre, il s'assure de la longévité et de la bonne santé des bois. Donc voilà, une déclinaison très pratico-pratique et très concrète de ces grands enjeux qu'on vient de voir. Je me suis dit aussi comment est-ce que l'organisation UFRO, donc l'Organisation internationale de la recherche forestière mondiale, comment est-ce qu'elle voit la gestion forestière, c'est-à-dire forest management. Et donc l'UFRO est organisée en 9 divisions. Et alors, je n'ai pas regardé sylviculture. Je pense qu'en France, sylviculture et gestion est dans la salle. Je serais curieuse de voir quelle différence vous faites vraiment entre sylviculture et forest management. J'ai regardé quelles étaient les divisions, qu'est-ce qu'on faisait dans les divisions qui s'intitulaient, dans lesquelles il y avait forest management. Alors, la division 3, c'est vraiment forest operations, c'est-à-dire c'est l'exploitation, la desserte, l'ergonomie, la gestion de la chaîne logistique. Alors, on voit apparaître quand même des choses comme l'écologie des forest operations, mais voilà. Donc vraiment une recherche très technologique qui finalement, on peut s'interroger en France ce qu'il a fait, sans doute le FCPA et la R&D de l'ONF ou des coopératives, enfin de la forêt publique ou privée. Et est-ce qu'elle est bien connectée à une recherche plus académique? Est-ce qu'on peut finalement s'en passer? Puisque nous, on ne l'affiche pas beaucoup. Donc, c'est une question qu'on pourra peut-être débattre plus tard. Ensuite, la division 4, là, on voit des choses plus connues chez nous, plus classiques, développées, mais peut-être pas tant que ça non plus, mais donc des choses autour dans la dendrométrie, les modèles de croissance, l'inventaire, la surveillance des forêts. Une chose intéressante, c'est, vous voyez, l'analyse d'incertitude, support à la décision, la planification forestière, avec des choses intéressantes qui, évidemment, on voit apparaître nature conservation, ou bien analyse du risque, ou bien adaptation au changement climatique, qui devient évidemment quelque chose de très prégnant. Et puis, une dernière, le 4.05, là, une dernière chose qui est autour de l'économie, et je pense qu'on en a un petit peu parlé dans la session suivante, mais par exemple, le dernier point est intéressant, on voit quelque chose autour de l'innovation sociale et l'entrepreneuriat. Voilà, donc on a ça dans la tête et on va se poser la question maintenant où se fait en France la recherche, alors peut-être pas seulement pour la gestion forestière, mais aussi sur la gestion forestière. Avant de passer à la France, je voulais aussi partager avec vous les buzzwords de forest management. Donc, on a déjà vu la gestion forestière durable, sustainable forest management. Mais on a aussi forest planning, la planification forestière, croissance et production, ça c'est assez ancien, sylviculture. Puis des mots un peu nouveaux, là, ecological forest management, landscape management,
Forest Management for Conservation. La conservation, c'est, même si on disait les conservateurs des eaux et forêts, c'est des enjeux qui prennent beaucoup d'ampleur aujourd'hui avec la prise de conscience de la biodiversité et la prise de conscience qu'elle est beaucoup en forêt, cette biodiversité. Forest Products, ça c'était évidemment assez ancien, les produits forestiers, mais aujourd'hui on parle de Forest Ecosystem Services, donc les services écosystémiques. Et puis la gestion forestière collaborative ou la community forestry, la foresterie communautaire, qui sont aussi à mon avis des mots assez importants. Donc ça aussi, vous pouvez garder ça en tête, on en reparlera à la fin. Alors maintenant, les grands défis, quels sont-ils? Alors les grands défis tels qu'ils sont perçus, je pense, par nos communautés, en tout cas françaises, européennes et mondiales, alors ça peut aller aussi bien sous les tropiques, puisque la France est très marquée aussi par une recherche qui n'est pas que pour la forêt hexagonale, hein, pour les forêts tempérées. Donc les grands défis, en tout cas il y en a un qui est très fort aujourd'hui, c'est l'adaptation au changement climatique. C'est à nouveau d'ailleurs une feuille de route spéciale pour ça du ministère de l'Agriculture. Et cette adaptation au changement climatique, c'est pas quelque chose de nouveau, hein, ça fait peut-être bien une vingtaine d'années qu'on s'en préoccupe du côté des chercheurs, mais aujourd'hui, ça se traduit par des forêts en crise, un vrai questionnement du gestionnaire sur sa capacité à assurer le renouvellement forestier, qui est inscrit dans la loi en France, hein, mais qui aujourd'hui, on n'est pas sûr de pouvoir garantir la continuité de l'état boisé avec ces bouleversements climatiques qu'on observe. Enfin, climatique et enfin, tout un tas de risques d'ailleurs qui vont avec, qui ne sont pas que directement le climat, qui vont avec. Et puis aussi, évidemment, un mot-clé, c'est après une crise, qu'est-ce qu'on fait? Donc, une question aussi de restauration des forêts dégradées. C'est-à-dire que des fois, ce n'est pas juste du renouvellement, c'est plus grave que ça. Un autre grand défi, c'est la prévention des risques. Alors, prévention des risques, finalement, c'est très lié à ce que je viens de dire, mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a aussi des risques qui impactent pas seulement les forêts, c'est pas juste la gestion forestière qui est impactée, mais la gestion forestière qui elle-même impacte la prévention de risques beaucoup plus larges pour nos sociétés. Donc, notamment les incendies. Alors, les feux de forêt, c'est quelque chose de très connu, mais aujourd'hui, on se pose des questions nouvelles. Est-ce qu'il y aura des méga-feux? Est-ce que ce risque incendie qui était plutôt circonscrit notamment la zone méditerranéenne, va aujourd'hui s'étendre à toute la France et à toute l'Europe, y compris les zones atlantiques et continentales. Et puis aussi des risques liés à la santé. Hein. Donc là, je vous ai montré une petite affiche là, sur les chenilles processionnaires qui deviennent une vraie maladie professionnelle. Mais il y a beaucoup d'autres risques, hein, les allergies, les maladies à tiques, etc., qui impactent la santé. Donc la forêt et sa gestion, finalement, se rattachent à ces grands enjeux-là. Autre grand défi, multifonctionnalité, bioéconomie. Moi, j'associe volontiers les deux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le cadre de la transition énergétique, la transition écologique, enfin, le fait qu'on veut que nos économies reposent beaucoup moins que depuis au siècle dernier, on va dire, sur le pétrole. Donc, production de matériaux, molécules et énergie. Et la forêt, comme l'ensemble des sols, enfin les autres, ils sont agricoles, doit participer à cet effort, ce qu'on appelle la bioéconomie. Mais la bioéconomie, c'est aussi, de façon générale, une économie des ressources naturelles et des ressources biologiques, tout ce qui vient du sol, donc tout ce qui est vivant et qui vient du sol. Donc, une question aussi sur le rôle des forêts dans l'atténuation du changement climatique, le rôle des forêts dans la conservation de la biodiversité, un rôle important évidemment dans nos sociétés modernes qui est concilier aussi tous ces rôles des forêts, notamment la fonction de production avec la fonction d'accueil du public, parce que pour aujourd'hui, le grand public, la forêt, c'est pas d'abord une production de bois, c'est d'abord l'endroit où il se promène, où il se ressource, où il fait du sport, où il se maintient en bonne santé. Le rôle des forêts dans la fourniture d'eau potable, donc le rôle des forêts dans le cycle de l'eau en général, et puis autres services écosystémiques. Et surtout, être capable d'assurer tout ça en même temps, ensemble avec un partitionnement d'espace, ou au contraire, tout sur les mêmes espaces. Dernier grand défi, c'est l'urbanisation de nos sociétés qui se traduit par quelque chose d'un peu nouveau qui est urban forestry, donc foresterie urbaine. C'est peut-être quelque chose d'assez controversé. Certains verront finalement quelque chose de pas très nouveau où il y a juste à appliquer des principes assez simples, enfin des recherches assez simples, conduites dans d'autres contextes. Et puis, on peut aussi en faire un champ de recherche en soi. Et c'est aussi quelque chose sur lequel je pense qu'il faut qu'on réfléchisse. Je me suis aussi posé la question de forest management, donc gestion forestière. Qu'est-ce que ça représente dans les publications scientifiques? Donc, on a fait une petite interrogation sur le Web of Science. Donc,
volontairement, j'ai été restrictif, j'ai regardé les articles qui avaient Forest Management dans le titre. Donc, c'est assez restrictif, on tombe sur 4244 articles, ce qui est à la fois beaucoup et pas beaucoup. C'est intéressant de voir qui les produit. Et donc, on voit les poids lourds, évidemment, nord-américains, donc USDA, on voit les Suédois, les Canadiens, ils sont à plusieurs endroits, les Canadiens et plusieurs institutions. Et puis après, rapidement, les Finlandais, on voit Look, mais il y a aussi University of Eastern Finland. Et puis, bon, le seul Français qui s'en sort là-dedans et qu'on voit apparaître, c'est INRAE avec 64 publications. Voilà, donc Forest Management, c'est un objet de recherche, il n'y a pas de souci. Et du coup, par curiosité aussi, j'ai été voir quels étaient les papiers qui avaient Forest Management dans le titre, mais qui étaient dans les grandes revues généralistes, donc Science et Nature. Et c'est intéressant, moi j'en ai trouvé 3, donc c'est pas énorme. Et ces 3 papiers qui à chaque fois adressent des grands enjeux environnementaux un peu modernes. Donc le premier, la Europe Forest Management Did Not Mitigate Climate Warming, c'était un papier de controverse sur la question de savoir si la gestion forestière en Europe finalement contribuait ou non à l'atténuation du réchauffement. Ce papier il a donné lieu d'ailleurs à une réponse. Quelque chose autour du cycle de l'eau, hein, donc le rôle de la forêt et de la gestion forestière dans la régulation du débit et des crues. Et puis aussi un papier sur le carbone, finalement, qui se pose aussi la question. Alors, cette fois, c'est Forest Management and Grazing, donc c'est toutes les pratiques de gestion de la végétation et leur impact sur la biomasse globale et donc le carbone. Donc des papiers, ce qui intéresse finalement au niveau international des grandes revues généralistes, comme ça, on voit bien que c'est les grands enjeux un peu modernes, notamment autour des fonctions de régulation de la forêt. Alors, du coup, je vais en arriver maintenant à ma deuxième partie. Et nous, c'est-à-dire les communautés scientifiques qui sont directement en prise avec les gestionnaires et la gestion forestière, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a comme dispositif pour travailler. Donc, je vais faire exercer un petit panorama. Alors, par rapport évidemment aux poids lourds nord-américains ou scandinaves, on n'est pas très nombreux, mais nous avons le JPECOFOR. Donc, en fait, le monde forestier il est assez divers en France, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des organismes de gestion qui ont leur propre R&D, des universités qu'on voit d'ailleurs, c'est pas un thème universitaire, hein, la gestion forestière, donc il y a finalement peu d'universités qui sont emparées de ce sujet, des grandes écoles comme AgroParisTech, puis des organismes de recherche comme le CNRS et l'INRAE. Et tous ces organismes-là, ceux qui font la gestion des forêts, mais aussi le monitoring, hein, comme l'IGN, sous les tropiques, donc on a des organismes de recherche spécifiques au monde en développement, donc les pays du Sud, donc l'IRD et le CIRA, tous ces organismes-là sont fédérés dans un GIP. Et l'intérêt de ce GIP, c'est qu'il permet une coordination et donc de faire ensemble des recherches, mais aussi des études, de l'expertise, puisqu'on y trouve aussi des organismes, la R&D et les gestionnaires, des synthèses pour les politiques publiques, on trouve aussi les ministères, et la gestion du système d'information. Ces sujets, hein, depuis le début, le JPECOFOR s'intéresse au fonctionnement, à la dynamique et à la gestion durable des écosystèmes forestiers, et il affirme aussi qu'il est présent en milieu tropical et tempéré. Donc, un bel instrument, on reviendra peut-être à la fin. Une autre question, c'est les forêts sont diverses en France, hein, ça c'est bien connu. Donc d'abord parce que la France est un peu au croisement de beaucoup de régions biogéographiques, c'est ce que vous voyez sur ma première carte. Hein. Donc en France, on trouve de l'Atlantique, du Méditerranéen, du continental, de l'alpin, enfin finalement tous les biomes qu'on trouve un peu ailleurs en Europe. Et puis aussi, la France, c'est pas que son territoire européen hexagonal, c'est aussi des territoires d'outre-mer avec une grande forêt tropicale, notamment de 9 millions d'hectares en Guyane. Et donc là, je vous ai mis des petites vignettes avec des forêts très diverses. Et là, toutes ces forêts sont françaises, y compris celles qui sont en bas, là, qui sont la forêt boréale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la forêt tropicale de Guyane. Donc, une grande diversité de forêts en France qui peut être à la fois un atout ou une difficulté, parce qu'évidemment, ça fait, comme j'ai dit, on n'est pas nombreux, il faut traiter tout ça. Deuxième chose, c'est la gestion forestière, c'est du long terme. C'est-à-dire que si vous voulez mettre en place des dispositifs d'expérimentation ou d'observation, il faut s'engager sur des durées longues. Ce n'est pas des choses qui s'installent pour 2-3 ans, c'est plutôt 20 ans, 30 ans, voire plus. Ça dépend. On peut aussi faire un dispositif de plus courte durée sur une question spécifique, mais il faut penser un peu tout ça à la fois.
Alors là aussi, on a quelque chose de bien utile. Alors d'abord, on a un inventaire forestier national, et ça, on ne le redira jamais assez, que c'est vraiment un dispositif, évidemment, qui n'est pas fait pour la recherche, mais c'est un dispositif absolument essentiel de nos travaux, comme d'autres, d'ailleurs, dispositifs d'observation. Mais celui-là est particulièrement de valeur. Et puis, on a une infrastructure nationale qui s'appelle INSILVA France. Donc, INSILVA, c'est une infrastructure qui est dans la feuille de route des grandes infrastructures de recherche, et qui coordonne, qui regroupe plusieurs dispositifs, donc des dispositifs in situ sur le terrain, des dispositifs in lab et des dispositifs in silico, donc des bases de données ou des modèles, et qui s'adressent donc au secteur d'innovation de la gestion forestière. Les objectifs de INSILVA, c'est complémentaire d'autres systèmes d'information, donc c'est étudier et formaliser les interactions entre le génotype, les facteurs d'environnement et les pratiques de gestion forestière. Conserver, gérer, valoriser les ressources génétiques, comprendre les déterminants de la durabilité des écosystèmes et de leur gestion, promouvoir une vision de la sylviculture. Donc, des objectifs scientifiques, des objectifs technologiques d'innovation et des objectifs aussi organisationnels, parce que, comme j'ai dit, la gestion forestière, c'est quelque chose de long terme. Et donc, forcément, il y a vraiment une organisation un peu particulière. Ça ne se construit pas forcément comme d'autres instruments de recherche. Donc, dans le réseau, on a des réseaux in situ dans INSILVA France, et c'est plus de 4000 hectares d'expérimentation en forêt. Et donc, ce sont des réseaux qui testent des pratiques de gestion, qui sont donc complémentaires des réseaux d'observation dont on a déjà parlé, comme l'inventaire forestier national. Vous voyez, la liste de ces réseaux, c'est assez riche. Pour vous en présenter quelques-uns, donc le réseau, c'est le seul tropical, en fait, le réseau TMFO, c'est le seul réseau pantropical dans le monde qui s'intéresse à la résilience des forêts tropicales exploitées, donc gérées, en complément de réseaux d'observation de forêts tropicales non perturbées, en tout cas non perturbées par l'homme. Coordination par le CIRAD, et donc vous voyez une répartition des sites dans le monde, c'est intéressant. Un autre réseau, cette fois plus métropolitain, le GIS coopératif de données, qui a été créé donc, pour étudier la croissance des peuplements forestiers, avec une organisation par essence, quelque chose qui a plus de 20 ans, qui est assez ancien, et aujourd'hui avec un groupe plus nouveau, plus récent, qui est autour des forêts hétérogènes, donc mélangées ou irrégulières. Ce GIS coopératif de données, il procure des réseaux de placettes échantillonnés sur des gradients écologiques et qui expérimentent des facteurs sylvicoles, et notamment la densité du peuplement. Et c'est vraiment de l'expérimentation au sens qu'on va tester des modalités qu'on ne trouverait pas forcément dans la gestion courante. Et ils sont aussi construits pour suivre la croissance sur du long terme. Donc, c'est des réseaux qui sont faits pour être suivis sur plusieurs dizaines d'années. Des réseaux qui produisent aujourd'hui du Giscope, quelque chose sur lequel on a du recul et qui produit aujourd'hui, avec un régime de croisière, des articles scientifiques, donc qui est bien approprié par la recherche. Autre chose intéressante, c'est ce qu'on appelle les expérimentations systèmes. Alors, les expérimentations systèmes à INRAE, c'est assez formalisé. Donc là, je vous donne l'exemple de ce qui est produit dans le pôle renouvellement des peuplements forestiers, qui est donc une équipe mixte entre INRAE, AgroParisTech et l'Office national des forêts au sein du MR-Silva. Et donc, le pôle renfort, il participe à plusieurs dispositifs de INSILVA France, mais il participe notamment, enfin, il a un réseau qui s'appelle Pilote, des chantiers pilotes pour la plantation. Et là, on est bien dans un cadre de ce qu'on appelle les expérimentations systèmes, c'est-à-dire qu'on expérimente des systèmes sylvicoles et pas des techniques ou des produits ou de nouvelles variétés, donc avec des expérimentations un peu factorielles. On n'essaie pas de faire varier les facteurs indépendamment. On est vraiment sur de vrais systèmes. Et ça permet d'évaluer la durabilité de ces systèmes avec une analyse multicritère et de comprendre aussi les processus de changement de pratique avec les gestionnaires et leurs prestataires. Autre chose dont on est assez fier, c'est la la gestion forestière in silico, c'est-à-dire les modèles. On ne peut pas tout expérimenter, on ne peut pas, surtout que ça dure longtemps les forêts. Donc, on a une plateforme de simulation de sylviculture, simule des forêts virtuelles depuis longtemps, qui s'appelle CAPSIS, c'est un bel outil. Donc, historiquement, qui a été fait pour mettre en place des modèles de simulation de sylviculture et sur laquelle on voit se sont adossés des modèles avec des critères de plus en plus variés, donc qualité des bois, mais critères économiques, des modèles de processus aujourd'hui, des modèles de bilan de gaz à effet de serre qui sont arrivés au moment évidemment des enjeux carbone, des modèles de ressources ou encore des modèles de risque tempête, risque incendie. Voilà. Alors, une question qu'on peut se poser, c'est tous ces dispositifs, est-ce qu'ils contribuent vraiment à
leur objectif, c'est-à-dire à irriguer la gestion forestière, parce que ce sont bien des recherches pour la gestion forestière, est-ce qu'elles s'en emparent? Alors oui, il y a de belles réussites. Donc, par exemple, la plateforme CAP6, on va dire, elle est très souvent utilisée par la R&D de la forêt publique ou privée pour établir des guides de sylviculture. Donc ça, c'est un travail qui avait été fait par Christine Deleuze en 2010 et qui donc recense tous les guides de sylviculture et les modèles qui vont avec, en montrant d'ailleurs à quelques endroits où on n'en a pas. Voilà, donc belle réussite, hein, les guides de sylviculture sont faits à partir des modèles créés par la recherche sur CAP6. Autre type d'exemple, c'est on voit apparaître de plus en plus une forte mixité entre la recherche et la R&D des gestionnaires. Donc, j'ai déjà parlé du pôle renouvellement des forêts de Nancy. Mais là, vous voyez un autre exemple, c'est le pôle opérationnel ressources génétiques d'Orléans, donc une initiative commune à l'INRAE et l'Office national des forêts, dont l'objectif initial, c'était la création variétale, mais il ne fait pas que ça, il fait aussi de la conservation des ressources génétiques in et ex situ, et puis aussi la mission de conseil et d'expertise pour le déploiement des variétés forestières améliorées. Autre chose importante, c'est le réseau mixte technologique à force. Donc, un réseau mixte technologique, son objectif, sont comme ça, c'est accompagner le transfert de la recherche vers les praticiens, vers les gestionnaires. Donc, ce RMT à force, il a été créé il n'y a pas très longtemps et son rôle, c'est vraiment d'accompagner la gestion dans l'adaptation des forêts au changement climatique et surtout de transmettre les connaissances produites par la recherche autour de grands axes comme ça, hein, diagnostic stationnel. Donc, on ne peut plus trop s'appuyer aujourd'hui sur les pratiques du passé où le forestier savait, quand il arrivait dans un milieu, quelles étaient ses potentialités, parce que c'était finalement quelque chose qui était issu de l'expérience. Aujourd'hui, le climat change et donc ça révolutionne un peu la façon de faire du diagnostic du milieu. Choix des essences, là aussi, ça révolutionne ce qu'on savait. C'est un peu plus s'appuyer sur ce qu'on savait, sur cette essence, elle est adaptée à tel climat et tel sol, puisque le climat change, donc il faut se projeter qu'est-ce que sera le climat à cet endroit-là dans 50 ans ou 100 ans. Des questions aussi d'expérimentation et de suivi. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde veut faire son observatoire du changement climatique dans sa forêt, donc il faut essayer de partager des savoir-faire. Et puis des questions aussi de gestion, maîtrise des risques, économie, donc des questions assez pratiques, des questions vraiment sur les pratiques. Un outil à force assez populaire et qui vient d'être mis en place, c'est Climessence, par exemple. Donc Climessence, il met à disposition une série d'aides pour le choix des essences dans le contexte du changement climatique. Et donc, il est issu de travaux de recherche qui se sont compilés les années passées. Et aujourd'hui, on arrive à quelque chose d'opérationnel qui se traduit, par exemple, vous voyez à droite, un projet îlot d'avenir, donc je le connais un peu bien parce que c'est dans ma région, mais il y en a ailleurs. Et donc, où là, dans le cadre des nouvelles expérimentations, cette fois en vraie grandeur, on plante des hectares, des petites forêts de 2 hectares dans différentes forêts publiques ou privées et on teste de nouvelles essences, comme là, par exemple, on voit le chêne de Hongrie. Le passage de la recherche à l'innovation, il ne faut quand même pas se voiler la face, il reste difficile, comme dans tous les secteurs. Hein. Donc, on a une analyse assez commune, ce que vous voyez à gauche, hein, ce qu'on appelle les vallées de la mort. Donc, il y a beaucoup de projets de recherche ou de R&D qui ne dépassent pas finalement ces vallées de la mort et ne sont pas appropriées par les pratiques. Et ça, dans le labo où j'étais, moi, en 2014, on s'était posé cette question-là. C'était avec ce qui est devenu après le pôle renfort. On s'apercevait que finalement, on testait de nouvelles pratiques de renouvellement de la forêt, mais finalement, elles n'étaient pas, ce qui avait déjà été testé il y a 5 ou 10 ans n'était pas approprié par les gestionnaires sur le terrain et par leurs prestataires que sont les entrepreneurs de travaux forestiers. Donc, ça a conduit à un travail avec un étudiant en ethnologie qui a été regardé, qui nous a rapporté des informations sur pourquoi l'adoption de l'innovation des pratiques forestières, ce n'est pas aussi simple que ce qu'on croit ou qu'on voudrait. Alors ça amène à réfléchir à est-ce qu'il faut aussi des recherches sur la gestion forestière, c'est-à-dire que si on veut produire des recherches, des connaissances qui se transfèrent, il faut évidemment comprendre aussi comment se pratique la gestion forestière et qui sont les gens qui la pratiquent. Alors, les questions qui peuvent se poser, j'ai déjà montré celle qui est autour des freins à l'innovation. Il y a aussi des questions autour de l'évaluation des stratégies et des pratiques de gestion. On en a un petit peu parlé dans le cadre des expérimentations au système de renfort. Donc avec plein de critères, les critères de gestion durable, mais aussi sans doute aujourd'hui dans le cadre du changement climatique, des critères d'agilité. Il faut aussi s'emparer de ce mot à la mode là, de solutions fondées sur la nature.
Et puis, certainement, parce que la gestion forestière est au confluent de plusieurs enjeux, la capacité à intégrer des tensions entre les différents enjeux, échelle d'espace, enjeux entre conservation et exploitation, etc. Comment s'adaptent les organisations et les pratiques face aux grands défis? Il ne suffit pas de dire il faut faire ça parce que c'est bon pour le carbone, pour la biodiversité, etc. Il faut voir évidemment comment concrètement les organisations et leurs pratiques peuvent absorber cela. Et donc ça, c'est important. Notamment, par exemple, on parle beaucoup de gestion adaptative en complément, en substitution des plans d'aménagement. La notion de planification est en train de prendre un coup sur le nez avec le changement climatique. Comment la gestion forestière s'intègre à la transition numérique, avec aussi bien des problèmes de big data, de production de données massives qu'il faut savoir traiter et utiliser, et puis aussi des questions d'objets connectés, enfin, donc de smart forestry. La question des incertitudes est très très forte. C'est comment, c'était un savoir-faire, je pense, assez historique de la gestion forestière, mais aujourd'hui, ça prend une teneur un peu renouvelée avec le changement climatique qui est aussi tendanciel. Question autour de prévision, prospective, projection. Donc, il y a le besoin en modélisation d'accompagnement. On voit qu'il faut aussi certainement dépasser les guides de sylviculture, se poser de questions nouvelles. Convergence entre tropical et tempéré, c'est quelque chose auquel je tiens. C'est que moi, j'ai appris la foresterie chez les tropicalistes et je pense qu'on a en France deux secteurs qui communiquent très peu finalement et c'est dommage, notamment dans les bouleversements actuels. Moi, je suis assez convaincu que des solutions qui ont été inventées ou mises en place dans le monde tropical vont être très utiles, seraient très utiles à transférer dans le monde tempéré et qu'on finalement va perdre du temps à les réinventer. Et notamment cette question de gestion participative, de community forestry, là, qui finalement est née sous les tropiques. Comment on mélange des savoirs experts, des savoirs profanes et comment on fait de la gestion finalement avec les usagers de la forêt. Alors, dans ce cas de la gestion avec les usagers de la forêt, là, vous voyez un exemple qui est assez prégnant actuellement, c'est le mouvement Sauvons la forêt de Chantilly, sur lesquels, donc cette forêt, elle est en crise. Les chênes ont du mal à se renouveler à cause du hanneton forestier, et donc ça se traduit aujourd'hui par un grand mouvement d'expérimentation, de recherche de solutions en mode Living Lab, c'est-à-dire avec des bénévoles, avec les populations qui vivent autour de cette forêt. Donc là, vous voyez en bas, par exemple, une photo de Laurent Saint-André, la chercheure qui est en train de faire un travail avec des bénévoles. En guise de conclusion, qu'est-ce qu'on propose? Donc ça sera l'objet de la table ronde, mais moi je pense qu'il faut approfondir. On ne peut pas dire qu'il faut arrêter d'approfondir les connaissances sur l'écologie des forêts, et bien des forêts gérées, pas seulement des systèmes naturels, avec quelque chose qui est très prégnant, c'est les aléas et les tendances du changement climatique, mais aussi du changement global, pas que climatique. Il faut se poser la question de bien adapter ces connaissances aux besoins de la gestion. Il faut définir, concevoir, évaluer des gestions forestières innovantes en termes de stratégie, de pratiques, de gouvernance, de mode de financement. Cette question des freins à l'innovation, on voit des mouvements en marche pour tester des concepts issus des sciences de l'innovation, de l'innovation ouverte ou du co-design. Des questions autour de l'incertitude et de la prise de décision au contexte des certitudes. La question de la gestion des forêts en interaction avec d'autres enjeux, bioéconomie, climat, nature en ville, désertification rurale, ça c'est plutôt métropolitain, lutte contre la pauvreté, ça c'est plutôt tropical, la transition numérique, mais aussi des enjeux de santé, par exemple. Capitaliser et continuer à formaliser notre savoir-faire en expérimentation forestière et tester de nouvelles pratiques, convergence tropicale et tempérée, et puis bien sûr, le nerf de la guerre, c'est l'argent, et donc coordonner les financements de la recherche, et ça, on compte plus que jamais sur notre JPECOFOR pour avoir de bons projets cohérents. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup Myriam pour votre propos introductif. On va maintenant enchaîner avec le premier des 4 projets ANR dans cette session. Et c'est le projet Soil for Europe, qui est un projet labellisé Biodiversa, qui est coordonné par Stéphane Attenschwiller, directeur de recherche au CEF. Bonjour et merci beaucoup pour l'opportunité de pouvoir vous présenter le projet Soil for Europe, lequel j'ai eu le privilège de coordonner. Ce projet a été soutenu par l'appel d'offres 2015 et 16 de Biodiversa et financé par les agences nationales ANR de la France, DFK de l'Allemagne, le Formas de la Suède et le BELSPO et le FWO de la Belgique. Avec mes collègues du CEF et de l'Écotron de Montpellier, de l'UF7 Halle, de l'IDF Leipzig, la SLU de Umeå et les universités de Freiburg, d'Amsterdam, de Louvain
de Ghent et un partenaire associé qui n'était pas directement financé de l'INRAE Bordeaux, nous nous sommes intéressés à la question du lien entre la richesse spécifique des arbres et la biodiversité des organismes du sol dans les forêts d'Europe et comment le changement climatique influe le lien entre biodiversité et fonctionnement des écosystèmes forestiers. La biodiversité et sa dynamique dans les sols restent très mal connues et seulement grâce aux outils moléculaires, on commence à peine à la mieux répertorier. En effet, les organismes du sol sont incroyablement diversifiés en forme, couleur, taille et fonction et appartiennent à la majorité des branches d'arbres de vie. Sur ce tableau, on peut voir un nombre limité des représentants de quelques groupes d'organismes majeurs. Parce qu'ils jouent un rôle majeur et central dans la transformation de la matière organique et la régulation des cycles d'éléments, j'ai mis les micro-organismes ici au milieu avec les prokaryotes, ici en bas, donc les bactéries et les archées, les champignons saprotrophes et les mycorhizes. À gauche, on voit les microphones avec les nématodes, les protistes et les rotifères, et la mésofaune constituée principalement par les acariens et les columboles. À droite, il y a la macrofaune du sol avec les mille-pattes, les cloportes ou les escargots, ou encore des insectes sociaux comme les termites, ici, et les vers de terre qui sont connus pour leur rôle d'ingénieurs d'écosystèmes. Voici, ce sont les racines, donc les parties souterraines des plantes qui sont à tort souvent exclues des organismes du sol, mais qui jouent un rôle crucial dans le fonctionnement du sol. Le sol représente ainsi un des plus grands réservoirs de la biodiversité de notre planète. Par exemple, les prokaryotes, à eux seuls, contribuent entre 100 et 9000 espèces dans seulement 1 gramme de sol, avec une abondance de jusqu'à 20 milliards de la même quantité minuscule du sol. L'érosion globale de la biodiversité, souvent désignée par l'expression de la crise de la biodiversité, est alarmante pour plusieurs raisons. À l'échelle d'un écosystème, chaque espèce a potentiellement un rôle important en contribuant aux nombreux processus écosystémiques, comme par exemple la productivité primaire. Ces processus écosystémiques sont à la base des services écosystémiques dont dépendent les sociétés humaines. Ce sont surtout les prairies qui étaient étudiées comme écosystème modèle pour mieux comprendre le lien entre biodiversité et fonctionnement de l'écosystème dans le passé, ici avec un exemple de l'expérience à Jena en Allemagne. Cette figure montre le changement de la quantité de carbone du sol en fonction du nombre d'espèces herbacées. Après 9 ans, depuis le début de l'expérience, on voit que le stockage du carbone augmente considérablement avec une plus forte richesse en espèces de plantes. Un tel lien entre diversité végétale et séquestration de carbone est particulièrement intéressant pour les forêts qui pourraient jouer un rôle important dans l'atténuation de l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Pourtant, ce ne sont pas les plantes elles-mêmes, mais plutôt les micro-organismes et leur activité du sol qui semblent être le mécanisme sous-jacent de la croissance du stock de carbone dans le sol, comme indiqué ici dans cette analyse des pistes. Cette étude démontre le rôle fondamental des organismes du sol pour l'effet de la biodiversité dans le fonctionnement de l'écosystème. Le dérèglement climatique est une cause principale de l'effondrement de la biodiversité, mais les conséquences du changement climatique sont aussi modifiées par cette dernière. Plus qu'une augmentation de la température annuelle moyenne, ce sont les événements climatiques extrêmes qui menacent les écosystèmes. En Europe de l'Ouest, ce sont par exemple les sécheresses estivales plus extrêmes qui vont avoir et ont déjà un impact fort. Cette étude, publiée il y a quelques semaines seulement, a utilisé le signal isotopique de l'oxygène 18 et du carbone 13, archivés dans les cernes de chênes datant depuis 75 ans avant Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui. Les auteurs ont utilisé ces données pour estimer l'intensité des sécheresses estivales au cours du temps depuis le passé lointain, et ils ont trouvé que les étés deviennent de plus en plus secs depuis 2000 ans, avec les étés depuis 2015 parmi les plus secs, comme indiqué ici. Donc, dans notre projet Solf Europe, on a eu 3 objectifs principaux qui étaient évaluer si la diversité des organismes du sol est corrélée à la richesse spécifique des arbres,
Si c'était le cas, cela permettrait de beaucoup mieux estimer l'état de la biodiversité dans le sol et de proposer une façon simple et rapide aux gestionnaires d'évaluer au moins grossièrement la biodiversité des organismes du sol. Pour une quantification sur le terrain, nous avons choisi un dispositif de placettes permanentes dans des forêts différentes, allant depuis des forêts boréales en Finlande jusqu'aux forêts méditerranéennes en Italie, passant par des forêts tempérées hémiboréales en Pologne et une forêt tempérée de montagne en Roumanie. Ces placettes étaient mises en place pendant un précédent projet européen, Fundif Europe. Un deuxième objectif majeur était de mieux comprendre le rôle de la biodiversité dans la résistance et la résilience des écosystèmes forestiers face à des sécheresses estivales plus fortes. Nous avons choisi des approches expérimentales à l'écotron de Montpellier, ici, indiqué ici, et sur le terrain dans les deux plateformes Orphée en France et Forbion en Belgique, qui combinent les deux des plantations d'arbres à différents niveaux de richesse spécifique avec une modification expérimentale de la disponibilité en eau. Finalement, l'évaluation de comment la biodiversité des organismes du sol est perçue par la société et quelle valeur on l'attribue dans les prises de décision de gestion était un troisième objectif central de notre projet. Avec une équipe de spécialistes de différents groupes d'organismes de sol, nous avons visité chacune des 4 sites depuis la Finlande jusqu'à l'Italie pour échantillonner les racines d'arbres et les communautés des micro-organismes de sol, de nématodes, de colemboles, des acariens et de macrophones du sol. Dans toutes les forêts, nous avons comparé des placettes d'une seule espèce d'arbre avec celles de 3 espèces, comme indiqué ici, avec en tout 64 placettes et 13 espèces d'arbres différentes le long du gradient latitudinal. Dans chaque placette, il y avait 5 points d'échantillonnage, indiqués ici, au centre d'un triplet d'arbres, soit de la même espèce, soit dans les monocultures, soit des 3 espèces différentes dans les placettes à 3 espèces. Nous avons trouvé une plus forte diversité d'espèces de champignons, ici indiquées avec l'indice de Shannon, dans les placettes à 3 espèces, indiquées ici, comparées aux monocultures. Et c'était à travers de toute forêt confondue. Les champignons sont un groupe majeur des micro-organismes dans les écosystèmes forestiers et une plus faible diversité peut se traduire en une fonctionnalité moindre ou une résistance plus faible face à des perturbations selon l'hypothèse de l'assurance de la biodiversité. Contrairement aux champignons, nous n'avons pas trouvé des différences de la diversité des communautés de prokaryotes composées de bactéries et d'archées. Les communautés de la macrofaune du sol étaient également plus diversifiées dans les forêts à 3 espèces comparées aux monocultures, mais uniquement au niveau des ordres. Donc, c'est un niveau taxonomique relativement élevé. Plus la communauté de la macrofaune est riche en ordre, plus grande la diversité fonctionnelle de ces communautés pourrait être, avec des conséquences pour le fonctionnement de l'écosystème. Ici, on voit les racines fines de l'épicéa, du charme et du pin sylvestre, 3 espèces présentes dans quelques-unes des forêts le long du gradient latitudinal qu'on a étudié. Ces racines fines sont responsables pour le prélèvement d'eau et de nutriments dont les arbres ont besoin pour leur croissance. Elles sont typiquement colonisées et intimement associées à des champignons mutualistes, les mycorhizes, qu'on peut reconnaître comme des pointes pâles ici sur les racines fines de l'épicéa, ou encore comme des élargissements là sur les racines fines du pin sylvestre. Cette colonisation par les mycorhizes était plus forte dans des placettes avec 3 espèces comparées aux monocultures on peut voir ici sur cette graphique. Les racines étaient aussi plus longues et plus fines par unité de biomasse, comme indiqué ici avec cette indication de longueur spécifique des racines, comme on voit ici pour les placettes à 3 espèces comparées aux monocultures. Une longueur spécifique plus élevée et une colonisation par les mycorhizes plus forte indiquent une plus grande efficacité de captage de nutriments et d'eau
ce qui est positif pour la croissance des arbres et à leur résistance face à des perturbations éventuelles. Un des résultats les plus importants était l'indice de l'hétérogénéité, indiqué ici, l'hétérogénéité verticale des racines. Donc, cet indice était plus faible quand les forêts sont composées de 3 espèces, montrées ici, comparé à des monocultures. Cet indice est une mesure de la distribution des racines le long du profil du sol et des valeurs plus faibles correspondent à une distribution plus homogène des systèmes racinaires dont le volume du sol. Autrement dit, quand les arbres sont en mélange, leur système racinaire colonise et exploite le volume du sol d'une manière plus efficace. Finalement, pour s'intéresser aux effets des événements climatiques plus extrêmes, nous avons utilisé une partie du sol collectée lors de notre campagne de terrain pour une expérience en conditions contrôlées à l'écotron européen de Montpellier. Avec cette expérience, nous avons testé l'hypothèse que les communautés microbiennes dans des forêts plus riches en espèces d'arbres résistent mieux à des sécheresses estivales extrêmes, comparées à des communautés issues des monocultures. Des mesures répétitives de flux de CO2 et de N2O comme indicateurs de l'activité microbienne liée au cycle du carbone et de l'azote ont montré effectivement que l'activité microbienne baisse moins en réponse à des sécheresses estivales extrêmes dans les sols issus des forêts plurispécifiques. Des peuplements en monoculture abritent donc des communautés microbiennes qui sont plus sensibles face à des sécheresses extrêmes. Dans le dispositif expérimental Orphée de l'INRA et Bordeaux, la sécheresse estivale avait un impact négatif sur la biomasse des champignons, comme indiqué sur cette graphique-là, aussi bien dans des peuplements en monoculture et dans des peuplements en mélange. Cet effet négatif de la sécheresse s'exprimait aussi dans l'abondance des acariens fongivores, indiqués là, mais uniquement dans les placettes en monoculture, comme on peut voir ici, mais pas dans les placettes plurispécifiques. Nous avons observé ce même effet négatif de la sécheresse dans des monocultures sur l'abondance des acariens prédateurs à un niveau trophique, donc à un niveau trophique supérieur. Par contre, comme on l'a observé pour les acariens fongivores, la sécheresse n'impactait pas non plus les acariens prédateurs dans des placettes plurispécifiques. Comparable aux résultats de l'activité microbienne à l'écotron, ces données suggèrent donc que les peuplements plus riches en espèces d'arbres permettent des communautés d'acariens du sol de mieux résister à la sécheresse estivale. Enfin, pour terminer, je vais vous montrer un des résultats issus de l'analyse sur la valeur socio-économique de la biodiversité du sol et son impact sur les prises de décision de gestion. Dans les 3 pays de la Finlande, de la Belgique et de l'Italie, entre 250 et 300 personnes du public étaient interrogées sur leurs préférences de gestion des forêts en proposant un nombre d'attributs de la forêt, comme par exemple leur capacité de rétention en eau ou encore les possibilités de récréation. Les gens faisaient le même exercice de choix avant et après une information sur le rôle de la biodiversité du sol. Une meilleure connaissance de la biodiversité du sol et son rôle dans l'écosystème a fortement influencé ces choix d'une manière générale, mais avec des différences entre les 3 pays. Par exemple, les Belges reconnaissaient l'importance des vieux arbres et du bois mort ici en gris déjà avant l'exercice et l'information sur la biodiversité du sol, mais ayant eu cette information, ils ont considéré davantage utile d'avoir beaucoup de vieux arbres et du bois mort dans les forêts. D'une manière similaire, les différences de perception d'avoir uniquement une seule espèce d'arbre dans une monoculture ou plusieurs dans une forêt se sont creusées avec l'information sur la biodiversité du sol, avec une nette préférence pour des forêts avec beaucoup d'espèces d'arbres. Le manque de connaissance de la biodiversité du sol, qui est encore trop souvent traitée comme une boîte noire, a clairement un impact sur le choix de mode de gestion des forêts par les citoyens. Afin de communiquer les résultats de notre projet Solf Europe auprès du public, nous avons produit une plaquette d'information et des fiches adhésives distribuées sur les sentiers de forêt, une petite vidéo visible sur le site web de notre projet. S'il nous reste un peu de temps, on peut regarder ensemble une petite séquence après les conclusions.
Donc, en conclusion, nos études sur ces trois axes majeurs auxquels on s'est intéressé ont montré clairement que les forêts plurispécifiques promeuvent à la fois la diversité de certains groupes d'organismes du sol, comme on a vu pour les champignons ou la macrofaune du sol, les traits racinaires favorisant l'absorption des ressources et aussi une meilleure colonisation du sol par les racines. On a vu aussi que des forêts plurispécifiques promeuvent la résistance du fonctionnement du sol face à des sécheresses. Donc, tous ces points-là ont une importance forte pour mieux gérer les forêts dans l'avenir avec une diminution de la biodiversité dans nos écosystèmes et l'augmentation des événements extrêmes climatiques. Aussi, donc, on a démontré avec les études sur l'impact socio-économique que la connaissance de la nature et de l'impact de la biodiversité du sol modifie les préférences de la gestion forestière. Au final, donc, j'aimerais vous remercier de m'avoir écouté et d'avoir eu cette possibilité de vous parler de nos recherches au sein du projet Soil for Europe. Surtout le consortium Soil for Europe, avec tous mes collègues qui ont largement contribué à ces résultats que j'ai pu vous montrer aujourd'hui, et bien sûr le financement de ce projet avec toutes ces agences nationales spécifiques. Merci beaucoup. Forest management influences soil biodiversity. Management may decrease soil biodiversity through clear cutting, one tree species or monocultures, over-recreation, and heavy machinery movement throughout the forest. But management can also support forest soil biodiversity through species mixing, canalization of recreation, using tree species with rich litter, preservation of deadwood, and forest exploitation using fixed logging roads. Briefly, forest soils contain a myriad of living organisms that are hidden from the human eye. These organisms and animals are extremely active and keep the forest soil healthy. These result in healthy forests that we humans use and enjoy. For these reasons, we need to support soil biodiversity through effective and sustainable management. Merci beaucoup Stéphane pour cette présentation et la petite vidéo qui finit votre présentation. On va continuer avec Olivier Robsart du CIRAD qui va nous parler du projet Macaque, donc qui réunit économistes, acteurs professionnels, climatologues, écophysiologiques et modélisateurs. Donc on a vu dans le chat qu'on commençait à parler un peu transdisciplinarité, multidisciplinarité. On est pile dedans. Et tout ça autour de la question de l'adaptation de plantation aux changements globaux. Bonjour, ce projet ANR nous a occupé pendant la période 2014-2018. Le projet s'appelle Macaque, qui voulait dire modélisation pour l'accompagnement des acteurs vers l'adaptation des couverts pérennes ou agroforestiers aux changements globaux. Il y avait trois composantes principales, les acteurs avec leur plantation, ici à droite, des maquettes pour de la simulation virtuelle de plantations complexes et des scénarios climatiques régionalisés ici. Je m'appelle Olivier Robsart, je travaille au CIRAD à l'UMR Eco-Sol à Montpellier. Nos partenaires scientifiques et professionnels, les voici. Des professionnels en vert, il y avait le Centre régional à propriété forestière d'Aquitaine, un institut de développement du café au Costa Rica et l'Institut de recherche forestière au Brésil. Partenaires scientifiques UMR Eco-Sol au CIRAD, le Centre d'économie et d'environnement de Montpellier, l'UMR ISPA, INRA et Bordeaux Sciences Agro, une unité sur les bioagresseurs au CIRAD, deux universités australiennes et un centre de recherche tropicale au Costa Rica. Vous avez la liste des participants à droite. Voici le moteur de Macaque. En jaune, nous avons commencé par des ateliers participatifs avec les acteurs, dans lesquels le but était de définir des itinéraires techniques d'adaptation au changement climatique à dire d'acteurs.
Ces ITK ont été testés dans les modèles, on les a fabriqués pour la simulation, et ces modèles étaient adossés à des expériences de terrain qui ont permis de renseigner les paramètres, mais aussi de vérifier le fonctionnement de ces modèles. Et ces expériences ont aussi servi de parcelle de démonstration. Ici, on a utilisé aussi des données de base, de données de FACE. Ensuite, on a défini des critères biophysiques de l'adaptation en sortie des modèles qui ont été utilisés pour construire des enquêtes économétriques et des expériences de choix qui ont été soumises aux acteurs, qui les ont donc évaluées. Donc, au final, on a proposé des critères biophysiques plus économiques, plus de choix d'adaptation aux acteurs qu'on a testés avec les acteurs en fin de projet. On avait 3 sites d'études. Bordeaux, sur les plantations de pin des Landes, au Brésil, des plantations mixtes d'eucalyptus et d'Acacia mangium, au Costa Rica, des plantations agroforestières de café, et des bases de données FACE, c'est-à-dire d'enrichissement en CO2 qui venaient des USA. Alors, ces bases de données étaient vitales parce que ce sont les rares expériences qui permettent d'avoir des informations sur les impacts des augmentations de CO2, ce qu'on n'avait pas par ailleurs. Donc, ça a été fourni par Bordeaux Sciences Agro surtout, et ce que vous voyez ici, c'est qu'il y a une relation assez univoque entre la conductance hydraulique des arbres et la conductance stomatique maximale, et qu'en conditions de haut CO2, c'est les petites croix ici, il n'y a pas de différence fondamentale avec le CO2 normal. Il y a une distribution identique des points. Donc, en fait, il n'y a pas un effet CO2 très visible. Grosso modo, à l'échelle des arbres, le CO2 a tendance à augmenter les impacts de la sécheresse. Vous voyez ici des effets péjorants sur cet ensemble de variables, dont le potentiel hydrique foliaire. Mais quand on rapporte ça à l'échelle des plantations entières, l'effet disparaît. Ensuite, nous avons utilisé un modèle MAISPAC il y a une quarantaine d'années que nous avons développé dans cet ANR et qui nous a servi à réaliser un certain nombre de publications sur café et eucalyptus. Une chose qui a été faite dans cet ANR, ça a été de développer le module thermique de MAISPAC qui n'était pas au point. Et il a été appliqué dans un cas très difficile pour estimer la température de canopée du caféier en dessous des arbres. Vous voyez ici des simulations comparées à des mesures de température de canopée, soit en plein soleil, soit sous l'ombrage des arbres. Et donc, on a beaucoup travaillé à améliorer ce module. Un autre modèle qui a été finalisé dans cet ANR, c'est le modèle Go+, de l'INRA de Bordeaux. Vous avez ici leur site où le modèle est expliqué avec les bases de données. Il a été appliqué sur le pin, sur le Douglas et sur le hêtre. Il y a une publication dans Geoscientific Model Development qui consacre de nombreuses années de recherche pour la fabrication de ce modèle. Donc, en gros, ce modèle, il est basé sur des forcings climatiques et aussi de gestion du sol, de la végétation, des arbres, des lagages, etc. Et il permet de simuler la croissance des arbres, c'est un modèle dynamique, des paramètres d'échange gazeux, la consommation en eau, le bilan hydrique du sol, des arbres grâce aux arbres et aux sous-couverts aussi, et la productivité primaire par compartiment, la récolte, les apports de matière organique au sol et le cycle de la matière organique et la restitution. Ce modèle a été évalué sur des sites tour à flux, mais ici je vais plutôt vous présenter des simulations des stocks de carbone sur des longues rotations pour 4 espèces, le Douglas, le pin maritime, l'eucalyptus et le hêtre. Et vous voyez ici selon 3 modalités de durée de rotation. Et ce qu'on regarde ici, ce sont l'évolution des stocks de carbone à la fois dans la biomasse aérienne, souterraine et aussi le carbone du sol pour plusieurs fractions du Soleil. Vous voyez l'impact de la durée des rotations sur l'évolution, par exemple, du carbone organique du sol. Un autre développement de Go+, consiste à le faire courir sur l'ensemble du territoire métropolitain pour de la végétation potentielle
en pin maritime à 3 dates, 2040, 2070 et en fin de siècle. Et vous voyez ici les accumulations de biomasse dans 2 scénarios pour des rotations de 25 ans ou des rotations de 50 ans. On voit ici qu'il y a beaucoup plus d'accumulation de biomasse, mais aussi d'accumulation de carbone du sol. On revient sur le modèle macaque qui lui a été utilisé en particulier sur Eucalyptus au Brésil et comparé à des mesures de flux. Ici, vous avez ces plantations là, qui font 30 mètres de haut en 6 ans. Et vous avez ici un forage pour accéder aux nappes. On va voir que c'est très, très important la contribution des nappes. Le modèle MAESPA a donc permis de simuler la consommation en eau par la plantation aux jeunes âges et puis 5 ans, 6 ans après. Et on voit qu'au début, finalement, l'essentiel de l'eau évaporée vient de l'évaporation du sol. Et puis les plantations s'installent et au bout de 2 ans, l'essentiel de l'eau vient du sol lui-même. Et en fin de rotation, une grosse partie de l'eau vient des nappes ici en bleu. Qu'est-ce qui se passe en fait au cours de la croissance des eucalyptus? Le front racinaire descend et ils sont capables d'aller exploiter des horizons de plus en plus profonds. Et pendant les premières années de la rotation, ils sont petits et ces 2 années-là permettent de recharger les nappes sur l'ensemble du profil. Et on voit ici la nappe, le toit de nappe qui monte. Et puis en fin de rotation, cet excédent est consommé. Et on voit que dans des saisons particulièrement sèches, les eucalyptus vont utiliser de préférence les eaux de nappe. Une autre application de ce modèle, c'est de comparer 2 situations, ici en pluviométrie normale et ici à moins 30% de pluviométrie. On voit très bien que le niveau des nappes est plus bas dans cette condition et qu'en rouge, ce sont les niveaux de prélèvement d'eau par les racines. Les racines prélèvent de façon beaucoup plus profonde quand on réduit les apports de précipitations. La deuxième chose qu'on voit, c'est que si on n'apporte plus de fertilisant potassium, eh bien, dans ce cas, la végétation se développe moins et il y a moins de consommation d'eau. Et aussi, consommation d'eau moins profonde. On le voit ici et ici. Donc ça aussi a été valorisé. Une autre application de MAESPA, on revient sur le caféier, ça a été de transformer ce modèle statique en modèle dynamique, en le couplant avec un modèle de dynamique de culture qu'on a fait à partir de rien, en fait, à partir d'une feuille blanche. Et donc ici, vous avez ce modèle dynamique de culture qui concerne le caféier et qui reçoit les informations calculées pour la couche arbre par MAESPA. Et vous voyez ici une simulation sur 40 ans de l'indice foliaire avec les valeurs en vert et les simulations en gris. Ici, du bois dérogé. On voit ici le cycle de taille du caféier, ici de la biomasse des compartiments pérennes de bois, de la production fruitière, des racines fines et des réserves. Donc on voit que ce modèle dynamique de culture a été ajusté de façon multi-objectif et a fait l'objet d'une publication. Et une fois que ça a été calé, on l'a utilisé dans des scénarios climatiques, ici sous RCP 4.5. Et on a regardé les prédictions de rendement en fruits, et dans deux conditions. Les triangles en haut, ce sont des caféiers d'altitude. Et on voit tout de suite que les rendements sont plus élevés pour les caféiers d'altitude qui préfèrent ces conditions, quelle que soit la période actuelle, mi-siècle et fin de siècle. C'est toujours meilleur en altitude. La deuxième chose, c'est qu'en plaine, ici, sous changement climatique, il y a une réduction très nette des performances et des productions en grains. Donc, on est typiquement dans des situations déjà péjorées ici et puis critiques en fin de siècle. En conditions d'altitude, par contre, on passe par un maximum en milieu de siècle qui serait meilleur qu'actuel, et puis ensuite une diminution des rendements. La dernière chose qu'on voit, ce sont ces différents symboles. Là, ce sont des modalités
de couverture par les arbres. En fait, en altitude, il y a très peu d'effet des arbres sur la production, tandis qu'en plaine, là où les conditions sont plus chaudes, les arbres d'ombrage ont tendance à lever l'effet négatif de la température, à favoriser la production du café. Donc, c'est tout à fait légitime de s'intéresser à l'ombrage dans les zones basses. Une autre application, c'était de ce modèle qu'on a baptisé d'Inakov, modèle de culture de café, c'était le coupler à un modèle de développement de la rouille, qui est une des maladies principales qui affecte énormément la production et donc les cours du café. Donc ça a été fait après Macaque, mais c'est en cours de valorisation là. Et il y a eu des gros projets européens pour financer cette recherche sur ce sujet sensible. Et donc, en fait, on a récupéré ce produit de Macaque pour calculer des incidences de la rouille à différentes années ici, et de voir, de cibler quelle était la part de l'auto-infection chez le caféier ou de l'allo-infection, qui représente un bruit de fond. Enfin, l'ensemble de ces sorties de modèles a été fourni à l'équipe économétrique qui a fait réaliser les enquêtes, les ateliers participatifs, sous la forme ici de questionnaires de choix. On propose par exemple aux sylviculteurs des options intensifs, auto-éclaircies, veulent-ils de l'aide technique, une prime, etc. Et les grands problèmes, c'était est-ce que ces stratégies sont effectives? Est-ce qu'elles fonctionnent? D'après eux, est-ce qu'elles ont vraiment des performances environnementales telles qu'on les escomptait en début de projet ou pas? Est-ce que ce sont les bonnes qu'on avait classées au début qui ressortent en premier ou pas? Est-ce qu'il y a des politiques publiques qui doivent être réalisées pour encourager l'adoption des stratégies qui fonctionnent? Et d'autre part, quel est le coût d'adoption pour une adoption volontaire des stratégies qui auraient le plus grand avantage environnemental? Alors, des conclusions ici sur l'atelier de Bordeaux, donc ça concernait surtout le pain maritime. Les producteurs favorisaient surtout les options qui leur garantissaient les plus grands rendements sous changement climatique et aussi le moindre risque de feu. La plupart d'entre eux ne valorisaient pas les options qui avaient les meilleures performances environnementales. Ils préféraient le rendement toujours. D'autre part, les forestiers ne demandaient pas tellement de support technique, mais par contre, ils demandaient des réductions des primes d'assurance. Voilà. Et puis, ils valorisaient certaines options par rapport à d'autres. Donc, il y a une publication là, qui concerne en fait les travaux équivalents qui ont été réalisés au Brésil sur l'eucalyptus et qui a été publiée dans cette revue. Voilà. Donc, au final, ce projet Macaque qui a duré 4 ans, il y a eu 40 publications dans des journaux à comité de lecture avec les thématiques suivantes. Vous voyez surtout carbone, agroforesterie, eucalyptus, productivité, etc. Et l'ensemble des journaux ici, dont finalement les plus utilisés, c'était ceci. Voilà. Pas de publication dans les top 3 du classement, mais 40 publications quand même. Et il reste un site qui est toujours ouvert, toujours accessible, que vous pouvez consulter ici. C'est la fin de la présentation. Je vous remercie. Merci Olivier pour votre présentation. On va passer au troisième projet de cette session, qui est le projet Réforme, qui est un projet qui est mené par Hervé Jactel, directeur de recherche à l'INRAE dans l'équipe Biogéco et spécialiste en entomologie forestière. Pardon. Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, je voudrais présenter un certain nombre de résultats importants du projet Reform, comme Resilience of Forest Mixture, un projet sur la productivité et la résilience des forêts mélangées, qui a été coordonné par ma collègue Myrène Del Rio de l'INIA dans le cadre de l'ERANET Sum Forest, avec un financement ANR pour l'INRA. Alors, ce qui a motivé ce projet, c'est avant tout le constat que les forêts européennes vivent une période extrêmement difficile. Alors, d'un côté, on a un besoin accru en production de biomasse et en stockage de carbone pour atténuer le changement climatique et alimenter la filière. Mais d'un autre côté, ces forêts sont soumises à une menace accrue liée au changement climatique,
avec des aléas divers comme les feux, les tempêtes, les pullulations d'insectes qui nuisent et menacent la vitalité, le devenir de ces forêts. Dans le même temps, les attentes en termes de services écosystémiques par les forêts restent importantes, aussi bien en termes de récréation que de conservation de la biodiversité, tout en considérant que les points de vue de la société vis-à-vis de la gestion forestière sont de plus en plus prégnants et avec une remise en cause du grand public sur un certain nombre d'opérations de gestion comme les monocultures ou les coupes rases. Les forestiers donc se retrouvent devant une situation où ils doivent résoudre une équation assez complexe en termes de gestion des forêts, puisqu'on attend qu'elles soient productives, mais aussi résilientes et enfin multifonctionnelles. Donc, un certain nombre de solutions existent sans doute pour résoudre cette équation, mais dans ce projet Reform, nous souhaitions évoquer ou tester la solution qui correspond à la diversification des forêts, en gros, utiliser des forêts mélangées plutôt que des monocultures. Alors, en 2016, une publication importante est sortie qui a fait grand bruit et qui montrait assez clairement que la productivité des forêts augmente avec la richesse spécifique des arbres qui la composent. Un résultat important parce qu'on peut ainsi voir que dans les forêts complexes ou très diverses, un stock important de carbone ou de biomasse réside. Pour autant, il demeurait des doutes en termes de causalité, puisque même si cette relation diversité-productivité apparaît positive, on peut aussi imaginer que ce sont les situations, les conditions stationnelles de sol et de température ou de climat qui favorisent la coexistence de nombreuses espèces d'arbres et qui aussi favorisent la croissance. Donc le lien entre croissance et productivité ici est plus descriptif que explicatif. Et donc, dans le projet Reform, nous avons essayé d'être plus interprétatifs et nous avons adopté une démarche plus expérimentale et aussi plus proche probablement de la réalité de la gestion des forêts européennes en utilisant l'approche du triplet. Alors, le triplet, c'est très simple, c'est une monoculture de l'essence A à côté d'une monoculture de l'essence B comparée à un mélange de l'espèce A et de l'espèce B, donc A plus B. Et donc, toutes choses étant égales par ailleurs, c'est-à-dire dans les mêmes conditions pédoclimatiques et avec une même structure en âge ou en gestion. Et pour évaluer l'effet de la diversité, nous avons mis en œuvre un calcul très simple qu'on appelle l'overyielding ou bonus de production, qui consiste à comparer la biomasse produite dans le mélange en fonction de la moyenne de la biomasse produite dans les monocultures des espèces qui composent ce mélange. Donc, je prends ici un exemple très simple. Soit la monoculture produit 2 mètres cubes par hectare et par an, la monoculture B6 mètres cubes par hectare et par an. On s'attend à une moyenne en mélange écuit probable de A et B, 50-50, à une moyenne de productivité de 4 dans le mélange. Si la productivité observée est supérieure à 4, on a ce qu'on appelle cet overyielding, un bonus qu'on appelle relatif. Ici, j'ai présenté un cas où A plus B produisait 7 mètres cubes par hectare et par an. Si cette productivité est meilleure que la meilleure des productivités des monocultures, donc là, en l'occurrence B qui produit 6 mètres cubes par hectare et par an, on a ce qu'on appelle un bonus absolu ou un transgressive overyielding. Donc, c'est ça que l'on a voulu tester dans les forêts mélangées européennes pour valider l'effet positif de la biodiversité sur la productivité des forêts. Alors, pour cela, on a commencé par une analyse de la littérature qu'on appelle méta-analyse. On a récupéré plus d'une centaine de cas où, effectivement, on avait calculé ce bonus de productivité, cet overyielding, et on a pu estimer qu'en moyenne, au travers de cette centaine de cas, on a un bonus relatif positif de 15%, donc une meilleure productivité en mélange que ce qu'on peut imaginer si on associe les deux espèces en productivité de monoculture côte à côte. Et le résultat, par contre, en termes de bonus absolu ou de transgressive overyielding est de 0%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
en moyenne, nos forêts mélangées ne produisent pas nécessairement plus que la meilleure des monocultures comparées, mais pas moins non plus. Donc, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire que le mélange, et on verra tout à l'heure, il a d'autres avantages, n'est pas pénalisant par rapport à la productivité de la meilleure des monocultures, la plus souvent retenue pour la gestion forestière. Parallèlement à cette analyse de la littérature scientifique, on a mené nous-mêmes des recherches dans des triplés que l'on a installés un peu partout en Europe. Et je vais vous présenter un certain nombre de résultats obtenus dans ce cadre. Alors, par exemple, dans les forêts mélangeant pins sylvestres et chênes, on a observé cet overyielding, ce bonus de productivité relatif, qui était de 14%, donc très proche de la moyenne des 15% observés dans notre méta-analyse. Et là, par contre, un bonus absolu, donc un transgressive overyielding de presque 1 mètre cube par hectare et par an. Toujours dans le projet Reform, une vingtaine de triplés d'épicéas et de pins sylvestres ont été identifiés dans l'aire naturelle de ces deux espèces et on a observé un bonus relatif de 8% en surface terrière et de 2% en volume. Ce que l'on voit sur le graphique en bas à droite, dans l'encadré rouge, qui montre aussi la réponse des deux espèces prises une à une, qui montre qu'en fait, dans une majorité des cas, à la fois le pin sylvestre et l'épicéa bénéficiaient du mélange avec un avantage plus important pour le pin sylvestre. Alors, un autre essai, là c'était plus expérimental, en Angleterre, a montré dans des associations épicéa de Sitka et pin sylvestre une augmentation de la productivité en mélange avec un bonus relatif de 29 à 50%. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit sur ce graphe que ce gain de productivité augmente avec l'âge du peuplement puisqu'il était plus important à 30 ans qu'à mesurer à 10 ans. Enfin, sur une trentaine de triplés de pins sylvestres et de hêtres, le projet a également démontré un bonus relatif de 12%. Et ce bonus relatif montre en fait que les espèces fonctionnent finalement mieux quand elles sont ensemble que quand elles poussent séparément. Alors, au-delà de cet effet intéressant de la diversité des arbres sur la productivité des forêts, nous nous sommes intéressés dans ce projet à l'effet de la diversité sur la résistance aux aléas. Et dans un premier temps, nous nous sommes intéressés aux aléas biotiques, c'est-à-dire aux effets des insectes ravageurs. Pour cela, nous avons comparé les dégâts infligés par une espèce d'insecte sur une espèce d'arbre, selon que cette espèce d'arbre était gérée en peuplement pur ou mélangé. Et donc, on a fait une vaste méta-analyse pour, là encore, retenir tout ce que la littérature avait produit sur cette question. On a obtenu plus de 620 cas qui adressaient la question de la même façon et on a calculé le delta de la différence de dégâts entre forêt pure et forêt mélangée, sachant qu'un écart négatif indiquait une meilleure résistance des peuplements mélangés. Et là, vous voyez les résultats. On a obtenu sur plus de 600 cas une réduction du risque de dégâts de l'insecte forestier quand l'essence est en forêt mélangée, avec une réduction de l'ordre de 20%. Et aussi une réduction qui, et là c'est intéressant, pour l'ensemble des différentes guildes ou groupes fonctionnels d'insectes ravageurs, que ce soit des scolites, des défoliateurs, des agents d'égal, etc. Alors, dans le cadre du projet Reform, nous avons continué les analyses empiriques et expérimentales sur cet effet de la diversité sur la résistance des forêts. Et nous avons ainsi observé que, par exemple, les forêts de pins sylvestres étaient moins infestées par le gui quand elles étaient mélangées avec du pin maritime que quand elles étaient en monoculture. Dans un essai en France, nous avons montré que le pin maritime est moins attaqué par la pyrale du tronc quand le pin maritime est en mélange avec le bouleau. Toujours sur ce même essai, à Bordeaux, nous avons montré que les chênes en mélange étaient moins attaqués par les insectes défoliateurs, mais aussi l'oïdium du chêne, qui est un pathogène qui pose des problèmes pour la régénération et la croissance des jeunes peuplements. Enfin, nous sommes allés un peu plus loin pour tester cette fois-ci non pas la résistance, mais la résilience, c'est-à-dire la capacité de récupération après un stress.
Et là, en l'occurrence, on s'est focalisé sur les stress hydriques. Et donc, on a mesuré à la fois la résistance, qui est l'écart de croissance entre une situation normale et une année de sécheresse, ce qu'on voit ici au milieu du graphe. Ensuite, la capacité de récupération, qui est la différence de croissance entre l'année de sécheresse et l'année suivante. Et enfin, la résilience, qui est l'écart entre la croissance après et avant la période de stress hydrique. Et ce que vous montre ce graphique sur un certain nombre de triplets associant, là encore, pin sylvestre et chêne, c'est que, en gros, la résistance du chêne et du pin sylvestre au stress hydrique était meilleure en peuplement mélangé et la récupération meilleure pour le chêne en peuplement mélangé, avec une résilience qui est à peu près égale pour le pin sylvestre. On a continué cette analyse de résilience et on l'a montré comme étant significative et plus importante pour les peuplements mixtes que pour les forêts donc mélangées que pour les forêts pures, sur un très grand nombre une trentaine ici, de triplets associant un grand nombre de cas de composition hétérogène. Et vous voyez sur le graphe à droite qu'en gros, on a une meilleure résistance des peuplements mélangés et aussi une meilleure résilience, et surtout dans le cas où l'on associe des conifères et des feuillus dans le mélange. Donc pour conclure, je dirais que les forêts mélangées apparaissent comme pas moins productives que les forêts pures, que la meilleure des monocultures souvent utilisées par les gestionnaires forestiers, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ce qui est aussi très clair, c'est que les forêts mélangées apparaissent comme plus résilientes et plus résistantes à de nombreux aléas biotiques et abiotiques. Et enfin, là c'est un complément que j'ajoute qui n'était pas spécifiquement dans le projet réforme, mais d'autres projets européens nous ont montré que ces forêts mélangées abritent également une plus riche diversité, et ceci pour un grand nombre de groupes taxonomiques, depuis les plantes jusqu'aux insectes, en passant par les araignées, les oiseaux et les chauves-souris. Donc, je finirai en disant que le projet Reform s'est soldé par, comme vous l'avez vu, pas mal de résultats intéressants, et également un numéro spécial de la revue Forest Ecology et Management où on a accueilli plus de 26 articles qui expliquent comment les forêts mélangées apportent des services écosystémiques intéressants et aussi comment on peut les gérer pour maintenir à long terme cette production de services écosystémiques dans le contexte du changement climatique. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et je suis prêt à accueillir vos questions. Merci beaucoup Hervé pour votre présentation. Alors on va passer à la dernière présentation de cette session et puis ensuite on aura notre petite 15 minutes de questions et de réponses. On va passer au projet GlobeNet qui est présenté par Mélanie Roy, maître de conférence à l'université Paul Sabatier mais actuellement en délégation à l'UMI IFA-ICI à Buenos Aires. Bonjour à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter les résultats d'un projet ANR GlobeNet qui porte sur la biogéographie globale des réseaux écologiques des forêts du monde. Un projet ANR qui a été porté par Wilfried Thuillet, dans lequel je suis participante, et qui implique de nombreux laboratoires en France, comme EDB, le LAMA, Coesol, le LECA, Ecofog en Guyane, l'IBINS, ainsi que des laboratoires étrangers. Ce qui nous rassemble, c'est cet intérêt pour la biodiversité du sol, notamment, pour la biodiversité en général, mais surtout pour la biodiversité du sol, qui rassemble une large partie de la biodiversité terrestre, avec une large partie aussi inconnue, souvent invisible. Une façon de décrire les interactions dans ces milieux, c'est aussi de les rassembler en groupes trophiques. Et souvent, on s'en rend compte de tous les rôles que joue cette biodiversité du sol quand on voit la complexité des interactions trophiques, comme l'illustre cette figure à droite, qui représente un réseau trophique impliquant aussi les organismes, les plantes. Alors, ce qui nous intéresse notamment dans cette diversité, c'est de comprendre ce qui la fait varier. Et effectivement, les variations du sol, des communautés du sol sont souvent étudiées à une échelle locale. Et le défi qu'on a essayé de relever dans l'ANR a été d'étudier plutôt à une échelle globale ces variations, notamment en essayant de décrire la diversité et surtout les variations des réseaux d'interaction à une échelle globale. Nous nous sommes intéressés comme écosystème aux forêts. Les forêts sont réparties du milieu arctique au tropical, représentent des écosystèmes à la fois très naturels et complètement préservés par certains endroits, mais aussi extrêmement perturbés, déforestés par des processus humains ou naturels. Et nous avons essayé de comparer justement la diversité du sol, les diversité taxonomique, diversité trophique, dans des forêts à la fois naturelles et des forêts plus anthropisées ou perturbées.
Alors, ce que nous avons essayé de trouver comme sites expérimentaux pour étudier justement ces grandes variations, ces variations globales, ça a été de rassembler des sites déjà étudiés par le passé ou des nouveaux sites, en tout cas d'intégrer des sites uniques, très préservés, comme la forêt de Biélovieja par exemple, comme des forêts boréales ou des forêts de Patagonie, et à la fois des forêts effectivement qui sont plus urbaines. Nous avons essayé d'étudier deux types de dispositifs, à la fois des sites qui comparaient localement des forêts donc, dites naturelles, primaires, avec des grands guillemets, et des forêts perturbées, mais aussi d'étudier des gradients. Dans les deux cas, ce que nous permettent ces comparaisons, c'est de comparer quels sont les facteurs qui font varier ou covarier plutôt la diversité, en essayant de décrire à la fois la diversité taxonomique, mais aussi la diversité trophique ou la diversité des interactions à travers ces réseaux. En tout, nous avons aujourd'hui 11 dispositifs qui sont suivis, qui sont à la fois en forêt boréale, en forêt tempérée, en forêt tropicale, humide et sèche. Alors, le premier, avant de relever ces défis d'une biogéographie globale, ce que nous avons dû essayer de travailler ensemble, c'est d'uniformiser nos méthodes, notamment pour décrire la diversité à partir du séquençage environnemental. Alors, Lucie Zinger a notamment publié justement tout l'intérêt qu'il y a à uniformiser et justement essayer de veiller à toutes les étapes où on peut avoir des contaminations, par exemple dans l'ADN environnemental. On a tous essayé de travailler à des échelles comparables, par exemple à prélever du sol sur des parcelles d'1 hectare, dans des dispositifs parfois légèrement différents. Et nous avons tous séquencé l'ADN environnemental du sol avec des marqueurs qui étaient assez nombreux, de 4 à 9 selon les sites. Ensuite, justement pour uniformiser nos façons d'analyser et critiquer aussi les indices de diversité qu'on pouvait appliquer sur l'ADN environnemental, nous avons aussi contribué, alors plutôt Lucie Zinger et tous les auteurs cités ici, à la création d'un pipeline et aussi d'un package R d'analyse des données. Alors, comme nous nous intéressons non seulement à la diversité trophique, mais aussi à la diversité des groupes, à la diversité justement des trophiques dans le sol, nous avons essayé aussi de rassembler les experts pour automatiser aussi l'assignation des séquences à des groupes trophiques. Alors ça, c'est un vrai défi parce qu'on se retrouve souvent avec des millions de séquences sur lesquelles on a beaucoup de choses inconnues. Mais en fait, quand on regarde, la plupart des bases de données sont aujourd'hui publiques sur les nématodes, les champignons. Et il convient de les rassembler pour arriver justement à décrire l'ensemble des communautés, les interactions trophiques dans une communauté. Donc ça, c'était plutôt le travail de Nicolas Le Guillaume et Michael Head qui mettent en place aujourd'hui une ontologie basée sur les dires d'experts, mais aussi de larges bases de données, et qui est de plus en plus automatisée. Enfin, ce qu'on essaie de faire à partir de ces descriptions de diversité, ces diversité trophique, c'est enfin de pouvoir analyser les covariations. Et donc, on a aussi travaillé, notamment avec la thèse et le postdoc de Mark Coleman, sur d'autres représentations, justement, des interactions trophiques. Alors ici, par exemple, c'est une représentation dérivée de nouveaux outils statistiques qui permettent de représenter non seulement les interactions, mais les forces de covariation. Les covariations en place, par exemple, ici, ce qu'on peut décrire dans ce système, c'est que les champignons symbiotiques, qui m'intéressent un petit peu plus, lorsque leur composition dans une communauté va varier, la composition des bactéries va varier aussi, ainsi que celle des saprophytes. Donc, il s'agit plutôt de l'influence d'un groupe sur l'autre, plus qu'une relation trophique en soi. Et donc, on n'a pas du tout la même hiérarchie. À partir de ces 3 étapes de développement méthodologique que nous avons donc dépassées d'une année sur l'autre, nous avons commencé à pouvoir répondre aux premières questions, c'est-à-dire comment varie la diversité trophique, comment varie la diversité aussi des interactions trophiques et donc la topologie des réseaux. Et je vais vous présenter quelques résultats dans des forêts qui sont particulièrement perturbées, avec notamment un cas en forêt boréale et un cas en forêt tropicale. Et face à ces immenses perturbations dont je vais vous parler, finalement, l'hypothèse qu'on fait souvent, c'est qu'effectivement, dans les sites les plus perturbés, on va s'attendre à une plus faible diversité trophique ou en tout cas des interactions moindres et peut-être moins connectées dans les sites très perturbés. Ça, c'est l'hypothèse de base. On reviendra dessus. Alors, un des premiers sites sur lesquels on a des résultats qui sont aujourd'hui soumis, ce sont des sites en Guyane. Alors, cette fois-ci, on est en forêt dite primaire pour la plupart, mais finalement qui peut avoir été utilisée. Mais on a un cas particulier, on a des forêts urbaines, par exemple les forêts de Cayenne, dans l'îlot de Cayenne, sont très isolées du reste des forêts. Et donc, on a essayé de voir, en étudiant différents groupes taxonomiques et trophiques, quelle était la réponse à l'urbanisation de ces forêts. Alors, premier résultat,
Donc, on a ici comparé les plantes, les métazoaires, les champignons et les bactéries. On s'aperçoit qu'en termes de diversité, alors en vert, c'est plutôt les forêts primaires, en violet, les forêts qui sont urbaines, on s'aperçoit qu'en termes de diversité, on a certes les bactéries qui sont effectivement plus abondantes dans les forêts urbaines, et par contre des métazoaires qui sont moins abondants. Et globalement, lorsqu'on fait des courbes d'accumulation sur l'ensemble des sites, on s'aperçoit effectivement qu'on retrouve ce résultat avec uniquement les bactéries qui sont plus abondantes dans les forêts urbaines que primaires. Tous les autres groupes, plantes, champignons et métazoaires, sont plus abondants en forêt dites primaires. Par ailleurs, lorsqu'on commence à s'intéresser à ce qui se passe en termes de réaction de groupes trophiques, on s'aperçoit qu'on a des réponses qui sont un peu différentes de celles qu'on avait sur la diversité taxonomique. Par exemple, les palmiers sont au contraire plus abondants dans les forêts urbaines que dans les forêts primaires. Au contraire, les lianes sont plus abondantes dans les forêts dites primaires. De même, on a aussi des réponses contrastées selon les groupes d'insectes. Par ailleurs, on a aussi des groupes qui ne répondent pas du tout finalement à cette urbanisation, comme les champignons, qui au contraire vont avoir des communautés distinctes en ville, mais pas moins diverses. Donc au final, ce qu'on peut voir de ce premier cas, c'est qu'effectivement la diversité trophique nous permet d'affiner finalement le signal. On s'aperçoit que certains groupes sont mis en évidence, sont même favorisés par le milieu urbain. Et on a en Guyane des forêts on sait qu'elles sont quand même conservées malgré l'habitat urbain. En tout cas, elles hébergent clairement une diversité unique. Et ça, c'est l'ADN environnemental qui a pu nous le révéler. Deuxième cas d'étude, on va s'intéresser maintenant en forêt boréale. Je l'ai dit, on parle de forêt du monde, donc on va aller assez loin. Donc on va aller dans les forêts de feuillus de boulonnins au nord de la Norvège, dans le parc du Varenguer. Le parc du Varenguer est soumis régulièrement à des épisodes de défoliation par les larves de certaines mouches, de papillons de nuit. Et dans ces épisodes sont drastiques. Par exemple, voici 10 ans après les conséquences encore actuelles de ces épisodes de défoliation. Et donc, notre équipe, avec notamment d'autres collègues de Tromsø, ont décidé d'étudier les conséquences sur l'ensemble de l'écosystème, avec tous les groupes trophiques, de ces épisodes de défoliation. Alors, première observation, par groupe trophique, on s'aperçoit donc ici, on va représenter le pourcentage, l'effet de la défoliation sur les communautés du sol. Donc, à droite de cette ligne, on a plutôt un effet positif, à gauche, un effet négatif. En noir, les effets significatifs. On s'aperçoit qu'on a majoritairement des effets qui sont positifs, et seulement les ectomycorrhiziens sont significativement défavorisés par cette défoliation. Donc finalement, on a déjà une première image plutôt favorable, en tout cas positive, de la défoliation sur l'ensemble des groupes du sol. Et lorsqu'on s'intéresse maintenant au réseau trophique, au réseau d'interaction qu'on est capable de décrire, on a donc différentes métriques qu'on a pu développer, notamment le nombre de groupes trophiques qu'on observe sur chaque site, ainsi que le nombre d'interactions qu'on peut trouver entre ces groupes trophiques. Et on s'aperçoit que dans les deux cas, on a des chiffres plus élevés sur les sites défoliés que sur les sites non défoliés. Et donc, au final, on a une image où finalement on voit que la diversité trophique semble plus élevée globalement sur les sites défoliés. Enfin, cette analyse de réseau, elle permet aussi de mettre en place, de détecter des interactions très fines, finalement d'identifier même les groupes qui sont favorisés. On s'aperçoit qu'on a des groupes comme des parasites d'animaux ou des bactérivores qui sont favorisés, et on retrouve par exemple la défavorisation des champignons mycorrhiziens en lien effectivement avec la défoliation des arbres, en gros. Et donc effectivement, on a globalement les plantes aussi qui sont affectées. Donc clairement, ces deux premiers exemples, que ce soit en forêt urbaine ou en forêt boréale, nous montrent que les réseaux trophiques, tout comme les groupes trophiques, nous montrent une image moins drastique des perturbations, en tout cas des perturbations que nous avons choisi d'étudier. Alors, de plus en plus, on essaie d'aller vers une vision globale, effectivement, de nos résultats. Alors, je ne vous ai pas présenté tous les cas d'études. Je voulais vous montrer 2 cas, mais effectivement, sur les différentes perturbations qu'on étudie, effectivement, on a souvent ces images très mitigées. On a, par exemple, je ne vous ai pas présenté finalement les résultats sur la Pologne, mais on n'arrive pas non plus à dire que Biélowieża est tellement plus riche que les autres pour tous les groupes trophiques. Donc, effectivement, on va aller sélectionner les groupes trophiques qui sont les plus riches. Il en est de même au Canada, dans différents types forestiers. Donc, on essaye d'aller maintenant affiner nos réponses à une échelle plus globale. Alors, globalement, on a décidé de représenter déjà
le jeu de données qu'on est en train de reconstruire, parce qu'effectivement, cette phase d'analyse globale, elle comprend aussi le rassemblement des données, ce qui n'est pas évident entre de multiples laboratoires. Et donc, je vous ai représenté ici la diversité déjà qu'on est en train de décrire en termes de ce qu'on appelle OTU, donc des unités taxonomiques opérationnelles, donc c'est des groupes de séquences similaires à partir d'un certain pourcentage. Et en fait, on est capable déjà, avec nos méthodes qu'on a essayé d'homogénéiser, en tout cas de décrire déjà 45 filins d'eucaryotes qui sont répartis sur les différents groupes, avec des sites sur lesquels on a énormément de séquences, comme par exemple en Guyane ou même dans les Alpes, mais ça vient aussi d'un effort d'échantillonnage conséquent. Dans les forêts de Patagonie, il faut imaginer que par exemple, on a 20 000 OTU dans les forêts de Patagonie, alors qu'il y a 4 sites qui ont été étudiés, alors que par exemple en Guyane, il s'agit d'une trentaine de sites. Donc, on a effectivement des sites qui sont particulièrement riches en OTU. Et effectivement, le choix d'aller chercher des forêts dites primaires très peu perturbées nous a peut-être aidé à trouver des lieux de forte diversité. Donc, en tout cas, une diversité remarquable. Pour vous donner quelques chiffres globaux, effectivement, on en est à 211 millions de séquences produites sur l'ensemble des 7 sites là, qui sont complètement décrits. Ici, il s'agit d'une représentation des eucaryotes uniquement. Donc, quand on ajoutera les bactéries, on peut s'attendre à largement plus. Et en termes de proportion, ce qu'on apprend de ces premiers sites, alors là, j'ai juste représenté en proportion, c'est-à-dire en nombre de séquences, sachant qu'on n'est pas non plus en QPCR, hein, c'est des nombres de séquences brutes, on s'aperçoit qu'on a des groupes dont la répartition va largement varier, par exemple tout ce qui est annélide, et ça c'est bien connu aussi, selon, par exemple dans des forêts sèches, on s'attend à très peu de vers de terre, on n'en voit pas du tout en Colombie par exemple. Et par ailleurs, effectivement, une large abondance des ascomycètes, basidiomycètes, des champignons en général, donc ça c'est pas aberrant quand on prend un substrat du sol, et des insectes. Les insectes on représente souvent ces grandes parties de camembert, donc on a de larges parties, de larges séquençages d'insectes dans le sol, ce qui n'est pas du tout aberrant. Donc là, on est plutôt content de ces résultats qui sont à la fois en cohérence avec des observations taxonomistes, mais qui nous invitent de plus en plus à comparer de façon globale, sachant qu'effectivement, on peut, avec l'assignation à des phylums, avec de plus des outils informatiques adaptés, arriver à synthétiser les données. Voilà, je n'irai pas plus loin sur l'aspect réseau, puisqu'on n'en est pas encore là. Et effectivement, on est encore en train d'ajouter des sites. Donc, il y a d'autres sites qui sont en train d'être étudiés. Je ne vous ai pas non plus conclu sur les perturbations, mais pour l'instant, on a plutôt un signal mitigé. En tout cas, on a des perturbations qui vont être ajoutées à jeu de données, comme des perturbations après feu au Chili, au Canada, ainsi que des gradients climatiques qui sont étudiés. Donc, on a de multiples sites, donc on espère bien répondre à toutes les questions. Et déjà souligner l'intérêt à la fois de conserver les forêts primaires, mais pas seulement, puisque finalement, on voit que la diversité est un peu partout. En tout cas, on est clairement en train de pousser des fronts de science, puisqu'on s'intéresse à des écosystèmes très éparses un peu partout dans le monde, et de rassembler aussi. Lucie Singer et Wilfried Tullier ont récemment soumis un projet SolNet auprès du CESAB, justement pour aller plus loin, rassembler, avec des collègues qui nous fournissent d'autres jeux de données, qui essaient d'être comparés. Voilà, donc on est vraiment en train d'essayer de pousser l'analyse à une échelle globale de tous ces réseaux. Et effectivement, déjà, les méthodes qu'on a mises en place, par exemple l'ontologie, le fait d'assigner et de mettre en place un peu plus de méthodes dans l'assignation des multitaxins, va nous aider. Voilà, je dois remercier de nombreux collègues. Donc, là, je parlais pour l'ensemble du groupe, donc du LECA, de DB, d'EcoESOL, de Libins, du LAMA, d'EcoFog, mais aussi à l'étranger, donc comme l'Institut Humboldt en Colombie, le CELA en Guyane, l'Université de Tromsø, le département de botanique Biéloviéja, les collègues du Québec aussi, de nombreux collègues qui nous aident effectivement dans cet échantillonnage et dans ces analyses. Voilà, donc je vous remercie et je suis prête pour vos questions. Merci beaucoup Mélanie pour votre présentation donc, qui clôture cette session d'intervention sur forêt et sa gestion. On va maintenant passer aux questions, 15 minutes, qui seront animées par Jean-Marc Gail de l'UMR Silva. Jean-Marc. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis dans l'UMR Silva à Nancy, chargé de mission, retraité, et aussi à l'Académie d'agriculture, ce qui me vaut une certaine activité, très intéressante d'ailleurs. Voilà, donc je vais faire un cours, une espèce d'introduction à la séance là, de questions-réponses. Et donc, 70% des forêts en surface sont gérées à la surface du globe, donc ça montre un peu l'importance du sujet hein, dans toute leur diversité. Et dans le domaine,
le paysage sociétal et aussi de la recherche c'est beaucoup enrichi, beaucoup complexifié, si on veut, avec aussi des critiques qui sont adressées à la gestion ou à la recherche sur la gestion. Donc, Myriam l'a dit, hein, il faut un peu assurer tout en même temps. Donc, les aspects de multifonctionnalité, y compris la bioéconomie et l'exploitation des forêts, la neutralité du carbone, la gestion des risques, y compris les risques des forêts pour l'extérieur en matière de santé publique, par exemple. Hein. Donc, c'est très complexe. On a vu aussi, on a eu dans les exposés plusieurs exemples de passage du local. Enfin, il y a le local, le régional et puis le global de plus en plus. Donc, ça, c'est un enjeu important. C'est une opportunité aussi de pouvoir traiter de questions globales par la gestion. Et donc, les enjeux dépassent largement les forêts. Hein. On aborde des grandes questions sociétales et où la forêt est parfois interpellée. Et donc, ça aussi, c'est une opportunité hein, pour la recherche. Et puis, il faut remercier les orateurs pour leurs exposés, très intéressants et de qualité. Hein. Donc, Myriam a fourni un panorama très fourni de l'ensemble de la problématique, avec les défis et enjeux multiples, hein, on l'a déjà un peu dit, et les différentes postures de la recherche technologique, fondamentale, enfin, et ainsi de suite, en soulignant la nécessité d'innovation. Insisté pas mal sur ça. Et les 4 exposés après, bien sûr, on ne pouvait pas tout traiter, hein, mais les 4 exposés ont présenté des aspects très, très originaux chaque fois et pertinents et qui ouvrent également pas mal de perspectives pour le futur. Donc, on a eu 3 exposés qui ont parlé de la prise en compte de la biodiversité et notamment avec la considération des dimensions bioagresseurs hein, avec Hervé Japtel, et également, et ça c'est pas facile, la prise en compte de la biodiversité des sols. C'est pas facile, c'est rare et pourtant c'est crucial. Donc c'est quelque chose de très important. Et puis on a eu un exemple avec l'exposé d'Olivier d'approche pluridisciplinaire qui c'était un modèle du genre, je trouve, intégrant les sciences de la nature et les sciences humaines et sociales. Donc voilà, on a une palette très importante sur la problématique de forêt et gestion. Donc voilà, on peut passer aux questions. Donc on a eu une série de questions que j'ai relevées sur le chat. Donc j'ai essayé de structurer un peu. Donc il y a des questions. Il y a une question vraiment de fond que je vais garder pour la fin. Tout le monde pourra intervenir, je pense. C'est une petite discussion. Et puis il y a des questions assez simples qui ont été formulées. Donc la première question, ça concerne les risques des invasions biologiques qui ont été mentionnés, donc, et notamment donc, un intervenant pense que c'est surtout pour les monocultures que c'est important. Voilà, donc peut-être que Hervé, Jacques-Tel peut répondre à ça. Moi, j'avais ajouté, est-ce qu'il y a des invasions biologiques avec les organismes du sol? Donc, mais déjà, Hervé, si tu peux répondre à la première question. Bon, sur la réalité des invasions biologiques, elle est certaine. Il y a des chiffres, il y a des suivis, il y a des données quantitatives remarquables, enfin, qui sont d'une augmentation exponentielle du nombre d'espèces invasives en forêt et qui touchent tout particulièrement les forêts européennes, si c'est ça que tu demandes, avec des origines qui sont plutôt asiatiques. Pendant longtemps, c'était Amérique du Nord. Maintenant, ça vient plutôt d'Asie et c'est très clairement lié aux échanges commerciaux. Et après, donc ça, c'est la réalité d'un nombre par exemple, il y a 6 espèces nouvelles d'insectes ravageurs qui arrivent en Europe chaque année, qui s'installent. Donc, c'est une pression qui est importante, qui n'est pas en train de se stabiliser, qui est en constante augmentation. Ça, c'est la première
façons de répondre. La seconde, c'est est-ce que nos forêts sont vulnérables ou pas à ces espèces invasives? Donc, ça dépend beaucoup du trait des espèces qui arrivent. Elles sont souvent assez généralistes. C'est le problème de l'homogénéisation biologique liée aux invasions biologiques. Et donc, effectivement, elles posent des problèmes sanitaires graves. Et après, on se demande comment y résister, enfin, comment améliorer la résistance ou réduire la vulnérabilité des forêts à ces espèces invasives. Et là, c'est là où on travaille beaucoup sur la notion de diversité des espèces d'arbres en forêt européenne dans une hypothèse d'assurance écologique qui fait qu'on espère qu'il y aura des espèces qui vont résister à ces invasions biologiques. Et puis après, il y a des phénomènes aussi plus mécanistes qui sont liés à la capacité d'une résistance par contrôle biologique par les prédateurs ou les parasitoïdes de ces espèces invasives, et où on a montré qu'effectivement les forêts mixtes étaient plus riches en capacité de réponse via ces interactions biotiques. Donc, pour répondre à la question du chat, on a effectivement un risque plus grand dans les monocultures que dans les forêts mélangées par rapport à ces espèces invasives. Après, je pourrais rentrer dans des détails. Non, je pense qu'on pourrait échanger après entre vous, mais on n'a pas le temps ici. Donc, concernant les micro-organismes du sol, je ne sais pas s'il y a quelque chose à dire. Là, on va peut-être demander à Mélanie, parce que moi, j'ai une connaissance de l'organisme. Non, effectivement. Alors, sur l'aspect espèces invasives, là, c'est vrai que tous les organismes, en tout cas pour les champignons, pour ceux que je connais le mieux, tous ne sont pas équivalents. Par exemple, on a publié avec Pierre Gladieux il y a un moment justement les résultats d'invasion, en s'apercevant que sur des champignons saprophytes, il y avait un peu plus d'invasion possible, ou sur des pathogènes, il y avait parfois des changements d'autres, mais en fait très peu, par exemple, sur des ectomycorrhiziens. Donc il y a des ectomycorrhiziens comme certains lacaires qu'on n'a pas forcément vu très étendus en dehors de certaines plantations en France. Donc ça va dépendre aussi du type d'espèces invasives. Et par ailleurs, je vois en Guyane, par exemple, moi je m'intéresse aussi aux communautés de champignons en Guyane. Bon, des espèces introduites, j'en ai cherché, j'en ai pas vu, en tout cas en forêt. Après, si on reste au pied des eucalyptus, oui. Mais il y a si des espèces sont dépendantes d'un hôte, pour des espèces plutôt symbiotiques, en tout cas, on ne voit pas trop d'invasion. Donc ça va dépendre beaucoup des traits des espèces. C'est tout ce que je peux ajouter. Je ne veux pas donner une réponse générale parce qu'effectivement, j'en ai pas vu, moi, pour les champignons sur le sol. Par contre, juste pour compléter, en champignons aériens, les pathogènes forestiers sont en majorité exotiques, ceux qui font le plus de problèmes actuellement. Les Phytophthora, la calarose du frêne, l'encre chêne, etc., sont d'origine exotique. Ouais, donc pour les pathogènes, ça se diffuse bien. Ouais. Stéphane, tu veux rajouter quelque chose? Bon, pour les organismes du sol qu'on voit un peu mieux que les micro-organismes, comme par exemple les vers de terre. Donc, un exemple très connu concerne l'Amérique du Nord, où il n'y avait pas de vers de terre au Canada, par exemple. Et en les intrusions, ça a changé totalement le fonctionnement de l'écosystème. Donc, il y avait même l'effet de compétition envers les macro-arthropodes détritivores natifs, donc qui ont perdu un peu la nourriture parce que les vers de terre bouffaient tout. Donc, ça peut avoir des conséquences assez fondamentales, même pour des macro-organismes du sol. Alors, Stéphane, j'ai tout de suite une question pour toi, là, aussi. Ça concerne le rôle de la maturité des forêts et le degré d'ouverture de la canopée sur l'effet sur la composition en organismes du sol. Et également, pourquoi une plus grande diversité des organismes du sol, micro-organismes, améliore la résistance des arbres à la sécheresse? C'est deux questions assez différentes. Dans notre projet, on n'a pas étudié la structure des forêts d'une manière explicite. Donc, ça, c'était pas. Donc, j'ai pas de données là tout de suite. Il y a peut-être dans la littérature, mais je sais pas tout de suite s'il y a des études qui ont regardé l'impact de l'ouverture de la canopée ou de la structure de la forêt sur la biodiversité des organismes du sol. D'une manière générale, on peut dire que
les organismes du sol sont très susceptibles par rapport à la disponibilité de niches d'habitat particuliers. Donc, si une forêt offre un peu plus d'habitat, de niches potentielles, donc logiquement, on peut s'attendre à une diversité plus grande. Donc, ça peut être le cas, effectivement, quand une forêt est structurée différemment ou avec une structure d'âge plus hétérogène. Ça peut, notamment sur le bois mort, où il y a beaucoup d'espèces qui sont très spécialisées sur le bois mort, et quand il n'y a pas de bois mort, on ne les trouve pas dans ces forêts. Donc, je pense que c'est plutôt bénéfique. Okay. Après, pour la deuxième question, il y a peut-être un petit malentendu. Ce qu'on a regardé dans notre projet, c'est l'impact de la richesse spécifique des arbres sur la diversité des organismes du sol. Et après, on a regardé est-ce que ça peut influencer la résistance d'un processus assez global à l'échelle de l'écosystème. Donc, on a regardé l'activité microbienne. Et là, on a trouvé, avec une plus forte diversité des micro-organismes du sol, la résistance était mieux face à la sécheresse extrême. C'est plutôt ça qu'on a. C'est pas la résistance des arbres. Oui, d'accord. C'est vis-à-vis ce processus spécifique au niveau des communautés micro-organismes. Ok, c'est clair. Après, j'ai une question, je pense, pour Olivier. Donc, les vieux arbres peuvent mobiliser de l'eau et des minéraux. Enfin, c'est une question sous forme de question. Est-ce que les vieux arbres dans une forêt peuvent mobiliser de l'eau et des minéraux difficiles d'accès pour les moins vieux, donc les arbres, voilà. Oui, bon. Est-ce que c'est une question d'âge ou c'est autre chose, la taille ou... Alors c'est peut-être une question d'accès à la ressource, justement, parce que peut-être que des vieux arbres ont on a l'impression que les racines en fait sont centrifuges, hein, donc elles vont aller explorer des horizons plus éloignés et pas forcément horizontalement, mais aussi verticalement. Donc, il n'est pas exclu qu'effectivement, ils aient accès à des ressources inaccessibles pour les autres. Mais je peux pas vous garantir. J'ai pas, à part sur l'exemple des eucalyptus où on voit qu'ils atteignent des profondeurs de l'ordre de 20 mètres en quelques années. Je peux pas vous le garantir. Ok. Après, j'ai une question assez générale sur l'évolution des capacités de résilience des forêts face aux perturbations qui sont de plus en plus fréquentes. Qui peut faire un petit point là-dessus? C'est une question. Est-ce que les perturbations de plus en plus fréquentes affectent la résistance et la résilience des arbres? Hervé ou Myriam, peut-être? Je laisse la parole à Myriam et puis après je peux continuer. Non, mais je te laisse, Hervé, t'es plus. Moi, je ne suis pas une école. Alors, là encore, sur la réalité de l'enchaînement des aléas et des perturbations, oui, très nettement liés au changement climatique, avec des effets en cascade qui les synergisent ou qui les amplifient. Donc, un besoin de plus en plus important de résilience à ces perturbations en augmentation. Après, à savoir comment les forêts s'adaptent et si elles sont plus résilientes ou pas, c'est une question compliquée parce qu'on manque souvent de recul. On a besoin de longues séries chronologiques et temporelles pour valider la réalité d'une résilience. La grande différence entre résistance et résilience, c'est la capacité de récupération post-perturbation. Et pour cela, c'est assez compliqué, notamment en forêt. Donc, il y a toute l'approche dendroécologique qui utilise les analyses de CERN pour reconstituer une récupération post-perturbation. C'est en gros la méthode la plus efficace parce que sinon, les suivis d'observation manquent souvent de recul. Et donc, en termes de résilience via l'approche dendroécologique, pour l'instant, on a des données qui traitent essentiellement des problèmes de sécheresse. Par contre, résilience aux perturbations biotiques, on a beaucoup moins de recul. Alors après, sur la résilience à la sécheresse, on a des informations qui s'accumulent via les analyses de CERN
en termes d'épaisseur de serre, mais aussi de ratio isotopique, que tu connais encore mieux que moi, Jean-Marc. Et là, il y a des données assez intéressantes sur le rôle de la diversité des arbres, diversité fonctionnelle, en termes de récupération post-sécheresse, mais qui reste compliqué. C'est une chose qui n'est pas encore complètement tranchée dans la communauté scientifique. On a une impression de réponse un peu idiosyncratique, c'est-à-dire selon la composition de la forêt, la résilience va être plus ou moins bonne à la sécheresse, beaucoup plus que la richesse en espèces. Donc on a encore là, c'est une réponse assez globale aux relations de diversité, résilience ou résistance, c'est que c'est beaucoup plus la composition, les associations d'espèces que leur nombre finalement qui joue. D'accord. Ok, merci. Et j'ai une question compliquée pour Myriam, la question de fond. Il y a eu toute une petite discussion là entre les intervenants sur les questions de multidisciplinarité. Même le terme transdisciplinarité a été utilisé, je crois. En gros, on peut... donc il s'est dit que il est nécessaire d'avoir des approches pluridisciplinaires. Ça, c'est le terme que je connais, moi. Pour la recherche concernant la gestion des forêts. Et donc la question, c'est comment progresser dans l'interdisciplinarité et l'intelligence collective en foresterie concernant la recherche pour la gestion. J'essaie de répondre brièvement, mais la pluridisciplinarité, je pense que ce n'est pas nouveau quand même. J'espère que les communautés scientifiques se posent une question depuis longtemps. Je pense que moi, ce que je regarde par exemple des communautés à lesquelles je compare souvent, c'est les agronomes. Les agronomes, ils ont inventé l'agronomie. Et l'agronomie, par définition, c'est une discipline intégratrice, quoi. Je pense que nous, on n'a jamais eu le pendant de l'agronomie. On n'a pas de discipline intégratrice, en tout cas pas en France, reconnue dans les canons des disciplines universitaires comme une discipline d'intégration. Donc, pour revenir à ta question, pluridisciplinarité, interdisciplinarité, si tu veux, au bout d'un moment, tu commences par faire de la plurie, puis après, au bout d'un moment, quand ça s'intègre, ça crée une nouvelle discipline. C'est comme ça que la mécanique est née de la physique. Et donc, pour l'instant, c'est sûr qu'on découpe un peu les problèmes en petits morceaux, quoi. Alors après, l'interdisciplinarité, elle est plus facile, par exemple, entre génétique des populations et écologie des communautés, par exemple, peut-être qu'avec directement l'économie ou la sociologie, quoi. Donc, il y a toute une gamme de pratiques. Mais après, moi, ma conviction personnelle et ma pratique à moi de la pluridisciplinarité, c'est qu'il faut accepter qu'il y a des gens qui sont des passeurs. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des gens qui doivent être très bons dans leur discipline, et puis il y a des gens qui sont faits pour faire les interfaces. Et il faut simplement reconnaître dans les pratiques d'évaluation de la recherche le rôle des deux. Et alors après, l'autre question, c'était quoi? C'était l'intelligence collective. Alors ça, c'est encore autre chose. C'est autre chose. C'est aussi des pratiques qui sont, à mon avis, assez bien réfléchies par les gens qui s'intéressent aux sciences de l'innovation, qui regardent vraiment comment on pratique, comment on amène des nouvelles idées, des nouveaux produits sur un marché, etc. Donc, l'intelligence collective, c'est des méthodes pour voir comment tu fais en sorte que des groupes, des collectifs soient capables d'inventer ou de créer des... Alors, ça peut être des connaissances, ça peut être des produits, ça peut être des solutions, ça peut être plein de choses, mais les faire ensemble, quoi. Donc, aujourd'hui, c'est très à la mode, on parle beaucoup de Living Lab. Alors, le Living Lab, c'est des trucs qui ont été créés justement par les gens de l'innovation pour éviter les fameuses vallées de la mort, là, dont je vous parlais, en disant on n'a plus le temps. On n'a plus le temps d'attendre qu'une invention, une connaissance, un prototype... puis peut-être qu'on va le transférer, puis qu'il y a peut-être quelqu'un qui va s'en emparer, etc. Donc le Living Lab, c'est mettre tout ça un peu ensemble et secouer la mayonnaise dès le début en disant on veut que l'innovation elle soit portée directement par les usagers futurs de cette innovation et qu'on invente des solutions de façon collective. Et il y a des méthodes après pour travailler pour ça. Je crois que j'ai répondu du coup, je pense, à la question. Oui, merci beaucoup, c'est très bien. Bon, on a répondu aux questions qui ont été posées. Il y en aurait certainement d'autres. Non, mais c'est parfait. Non, c'est parfait, Jean-Marc. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous, évidemment. On clôt cette session sur la gestion forestière. Vraiment, merci beaucoup à tous les intervenants et à cette série de questions-réponses.